Bonsoir à toutes et tous. Je suis très heureuse de vous retrouver ici à la Pergola et je vous remercie d'être présent à ce conseil de quartier. Tout d'abord, je voudrais excuser monsieur le maire de Bordeaux qui ne peut pas être avec nous ce soir. J'en profite également pour vous dire que nous sommes sur une période un petit peu particulière puisque nous sommes en période préélectorale. Donc nous ne traiterons pas les sujets comme d'habitude. Ainsi, c'est les services de la ville et de la métropole qui présenteront les documents. Je vous rappelle aussi qu'il existe une captation vidéo de ce conseil et que vous pourrez la retrouver prochainement sur bordeaux.fr. Je souhaite également un gros merci à mon collègue Didier Jean-Jean et mon collègue en charge de la nature en ville et mon collègue Marc Etcheverry en charge de la tranquillité publique qui devrait arriver. Également nos collègues de l'opposition présents dans la salle. Ainsi que les services qui ont travaillé sur ce conseil de quartier avec nous, le service de la démocratie permanente, le pôle territorial de Bordeaux, le pôle patrimoine végétal et biodiversité de Bordeaux Métropole, la présence de la police municipale, du directeur de la police municipale, ainsi que bien sûr les agents de la mairie de quartier qui travaillent quotidiennement avec nous, avec moi pour répondre à toutes vos questions. Voilà Marc. Alors, Monsieur Tapi, que vous connaissez tous. Il y a Célia à l'accueil. Vous avez également Christelle et je ne sais pas où sont les autres. Et Monsieur Serge. Et Monsieur Boutinan, le secrétaire général de la mairie de quartier. Alors, pour celles et ceux qui ont répondu au désormais traditionnel questionnaire que vous avez reçu avec infolettre, vous avez choisi la thématique de l'aménagement des espaces publics et de la nature en ville. Avant cela, nous vous proposons un thème commun à tous les maires de quartier, à tous les conseils de quartier, en cette fin d'année, la politique énergétique de la ville et de votre quartier. Nous n'aurons donc pas l'occasion de rentrer dans les détails de l'ensemble des projets d'actualité, mais je tenais tout de même à faire un point de situation sur quelques sujets ciblés. Sur le volet végétalisation et amélioration du cadre de vie, tout d'abord, vous annoncez que le projet de requalification du délaissé de voirie de 960 mètres carrés qui se trouve à l'angle des rues Pasteur-Gare et qui se trouve en face du terrain 1 million d'arbres occupé par Ludosens, qui est une association qui est très active depuis 2 ans sur le quartier, est presque achevée. Les dernières plantations, le mobilier urbain ainsi que les BADA, donc les points d'apport volontaires, ont été mis en place plus tôt que prévu la semaine dernière. Il ne manque plus que les arceaux vélos. Un point également sur le projet de la rue des Violettes, qui prévoit la réhabilitation des fosses d'arbres qui avaient été abandonnées ainsi que leur replantation. De nouvelles fosses plus grandes et plus propices au développement des arbres et un projet de végétalisation seront également mis en place. Par ailleurs, la petite placette des Violettes sera requalifiée. Ce projet inclura la création d'un espace de convivialité équipé d'un boulodrome et de bancs. Les dernières études de réseau étant enfin réalisées, les travaux débuteront d'ici au printemps. Un point sur l'aménagement de la place Montdésir. Pour rappel, ce projet de réaménagement de la place a fait l'objet d'une concertation réglementaire de Bordeaux Métropole. Celle-ci a permis de recueillir un grand nombre de contributions de la part des riverains et des usagers. Nous avons approuvé le bilan d'ailleurs de cette concertation au Conseil de Bordeaux Métropole le 6 juin. Parallèlement, des études de conception qui ont intégré les retours de concertation se sont terminées dans l'été. Une réunion publique de restitution pour présenter la dernière version du projet enrichi grâce à ces contributions a eu lieu le 15 septembre avec de nombreux riverains des 2 villes. Comme cela a été annoncé lors de cette rencontre, les travaux des réseaux des concessionnaires commenceront au second semestre 2026. Ces travaux seront suivis des aménagements de voirie et du parc à partir de 2027 pour une durée d'environ 2 ans. Un phasage des travaux sera mis en place afin de maintenir le fonctionnement de la place et de garantir la mobilité de tous durant le chantier. Bien sûr, nous continuons le rattrapage des rénovations des trottoirs et voiries, ainsi que le marquage des zones de stationnement et des zones cyclables. Et quand cela est possible, nous végétalisons les espaces pour apaiser les usages, comme cela est le cas par exemple en ce moment à l'angle de la rue Gambetta et de l'impasse Gourdin. Voilà. Sur le volet mobilité, alors nous sommes dans la dernière phase du plan de lutte contre les discontinuités cyclables Bocage-Ferry-Montdésir-Germaine-Tillon, en complément des réseaux REV et des DSC double sens cyclables.
qui continue à être déployé. Nous en avons profité pour inclure de la végétalisation et la pose du mobilier urbain, notamment des bancs, à certains endroits comme rue Richelieu. Alors les travaux sont en stand-by pour juste parce qu'il fait un petit peu trop, le temps n'est pas trop idéal, donc on fera les plantations début janvier. Ça nous permet notamment de continuer à agir contre les îlots de chaleur et également le confort des piétons, puisque ça permet de mettre des bancs et que les personnes puissent faire des pauses entre l'arrêt de bus et chez eux, ce qui nous avait été également demandé par des riverains du secteur. Comme vous avez pu le voir, les bus électriques à haut niveau de service ont commencé à circuler sur la ligne G depuis début novembre. Je pense que dans la salle, ça va faire des heureux, parce qu'il y en a qui se sont beaucoup battus pour le projet, j'en vois dans les premiers rangs. N'hésitez pas à les utiliser. En parlant de bus express, la nouvelle bus express circulaire des boulevards, la ligne H, a effectivement été instaurée, je vous en avais parlé lors du dernier conseil, le 6 décembre. En outre, comme je vous l'avais indiqué, la ligne 9, qui est à l'origine, était censée disparaître avec ce BEX, est finalement conservée. La ligne 9 continuera donc d'assurer son itinéraire actuel, reliant Brandenburg à la gare Saint-Jean. La ligne circulaire, qui dessert la rive gauche et la rive droite via Senon-Gare, a également une fréquence de 10 minutes en heure de pointe et en heure creuse d'ailleurs. On le souligne pas assez. Cela signifie qu'il y a désormais un service global toutes les 5 minutes sur le boulevard. Je suis également ravie de souligner que nous avons réussi à faire accorder la ligne 16 à la gare, qui est également un grand combat mené depuis pas mal d'années, permettant ainsi aux bus d'atteindre la porte de Bourgogne depuis la semaine dernière. Enfin, la ligne 1, qui est très utilisée par les Côte-d'Iranais, retrouve son accès à la gare avec cette nouvelle offre de délégation des services publics transport. Ainsi, non seulement elle circulera de nouveau jusqu'à la gare, et pour les amateurs de spectacle, cette ligne dessert désormais l'Accor Arena, tout comme le bus express H. Sans transition, nous avons désormais entrepris de rénover la plus vaste et la plus vétuste aire de jeu de Bordeaux, qui se trouve dans le parc bordelais. Les travaux ont débuté en mai et sont prévus pour une durée de 9 mois. Le chantier avance bien. À ce jour, les 2/3 de l'aménagement est réalisé et la livraison est prévue pour février. Toujours dans le parc bordelais, pour ceux qui connaissent bien ce lieu, 2 maisons situées à l'intérieur du parc ont récemment été rénovées. Actuellement, la maison Bijou, du nom d'un âne qui travaillait autrefois dans le parc bordelais, est occupée par les jardiniers et les surveillants. Quant à l'autre maison, la maison Briex, qui servait de résidence aux gardiens jusqu'en 2013, abrite désormais 2 associations. Dorénavant, cette maison Briex est consacrée à des initiatives relatives aux arbres et aux transitions, en lien avec la zone de permaculture mise en place à proximité en 2021. Ce lieu a été inauguré le 26 septembre, donc n'hésitez pas à vous y arrêter, vous y serez très bien reçus. Précédemment, j'avais évoqué également une nouvelle initiative impliquant 80 citoyens métropolitains, parmi lesquels 3 Côte-d'Iranaises, Isabelle Gaudier, Sylviane Knop et Isabelle Véry, qui sont peut-être là et qui vont se lever, parce qu'il faut les... Voilà. Merci pour elle. Ce projet nommé Passeurs d'arbres réunit des volontaires qui apportent des conseils de plantation à leurs voisins, tous en sensibilisant à l'importance des arbres en milieu urbain. Et ils auront également pour mission de veiller à la préservation des arbres sur les parcelles privées. Ce projet est désormais entré dans sa phase opérationnelle. Vous pouvez les solliciter via votre mairie de quartier. D'ailleurs, voilà, nous avons également peut-être des futurs passeurs d'arbres dans nos collégiens Côte-d'Iranais, puisque le 11 décembre, j'ai eu le plaisir d'accompagner des élèves du Collège Saint-André qui ont participé activement à une plantation organisée par les agents du parc bordelais dans le cadre de la Semaine de l'Arbre et qui ont partagé leurs connaissances avec ces enfants. Des élèves de Grand-Lebrun ont également assuré de plantations le lendemain. Et je dois dire que ça fait vraiment, vraiment plaisir de voir qu'il y a ce passage avec ces nouvelles générations. Là aussi, sans transition, un point sur les chantiers en cours. Alors, en ce qui concerne le bassin nordique Janzé, le bâtiment est désormais hors d'eau, hors d'air, comme on dit. Les travaux techniques se poursuivent au niveau du sous-sol. Bon, bien sûr, machinerie, filtration et le traitement de l'eau, qui est très important dans une piscine. Les prochaines étapes concernent la pose du fond inox du bassin, l'installation de la couverture automatique, la finalisation des habillages intérieurs, les vestiaires, les circulations, les espaces publics, ainsi que les finitions extérieures, bien sûr, les quais, la plage et les terrasses.
À ce stade, le calendrier est tenu, avec une ouverture envisagée fin mars 2026. Une réunion de suivi avec le groupement d'entreprises a eu lieu d'ailleurs le 10 décembre dernier. S'agissant de l'espace de restauration, 2 candidats à l'appel de manifestation d'intérêt ont répondu, ont réalisé une visite, ont déposé un dossier. Ils sont en train d'être étudiés avec attention par les services et afin d'apprécier la motivation, la cohérence avec l'équipement de qualité, et aussi la qualité de l'offre. Si les candidatures sont recevables, une sélection sera opérée. Comme vous le savez, notre action vise depuis le début à équilibrer les aménagements dans toutes les parties du quartier. C'est pourquoi je suis particulièrement heureuse de vous annoncer que début juin, un permis de construire a été posé pour un centre de réemploi. Ce service de proximité permettra aux usagers d'apporter des objets dont ils n'ont plus besoin et de récupérer gratuitement d'autres objets, contribuant ainsi à la réduction des déchets et à la valorisation d'articles qui seraient autrement envoyés à la déchetterie. Ce centre de réemploi sera situé à côté du parc Montséjour, du côté sud du stade, vers la rue Herman-Bonal, que certains peut-être y habitent. Le permis a été accordé le 6 novembre dernier. Les travaux préparatoires vont commencer en janvier pour une livraison prévue en décembre prochain. En complément de ce centre de réemploi, des recycleries mobiles sont déployées dans tous les quartiers avec la même fonction, mais pour des objets ou appareils plus petits. Lors de son premier passage sur le quartier, place Germaine-Tillon le 19 novembre, 278 Codéranais sont venus au stand, 53 ont fait des apports et 35 sont repartis gratuitement avec des objets. De plus, des actions ponctuelles permettent aussi de diminuer les dépôts sauvages, vous avez peut-être pu le voir dans le quartier, contre lesquels nous continuons à nous mobiliser avec la métropole, par des opérations propreté qui consistent à l'identification des dépôts, le balisage et la recherche des auteurs. Plusieurs verbalisations ont déjà eu lieu. La recyclerie dont je vous parlais juste avant reviendra tous les premiers samedis de chaque mois à Stélin et les 3e mercredis de chaque mois, ils reviendront place Germaine-Tillon, donc la place qu'on a inaugurée, qui est l'ancienne place des martyrs de la Résistance, devant l'église. Et toujours, parce que c'est un vif succès, les opérations de broyage de végétaux pour les particuliers se poursuivent avec un service complémentaire qui est mis en place à partir de 2026. Une zone de dépôt sera mise à disposition pendant 15 jours et ceux qui le souhaitent pourront récupérer le broyat lors d'une journée dédiée, comme cela se fait actuellement, puisque normalement il y a une journée actuellement. Le prochain rendez-vous pour ceux que ça intéresse est fixé au 12 février à Stélin, avec des dépôts donc à partir du 2. Sur le volet tranquillité publique, nous avons instauré à l'échelle de la ville un poste de police municipale mobile. Depuis cet été, ce service est déployé à Codéran, où vous pouvez le retrouver place Eugène Gauthier et place Germaine-Tillon. Il se déplace également une fois par mois dans différents lieux du quartier pour aller à la rencontre des habitants. Par ailleurs, une nouvelle brigade, spécialement affectée à notre quartier, a débuté ses missions à la rentrée. Elle a entamé un travail de proximité en rencontrant les acteurs locaux et des tournées de commerçants. Et n'oubliez pas que le poste juste devant de la police municipale a réouvert 2 jours par semaine, police nationale, pardon, les mardis et jeudis, et peut aussi prendre vos plaintes de proximité. Comme vous le savez, Bordeaux a accueilli fin octobre le Forum mondial de l'économie sociale et solidaire sur Codéran, à l'espace sportif Bel Air. Nous avons eu le plaisir d'organiser le tout premier tournoi lié à cet événement. L'objectif de ce projet était de mettre en place un tournoi de football en parallèle du GZF 2025, réunissant des participants internationaux venus des délégations présentes au forum, ainsi que des jeunes et des clubs locaux de Bordeaux et de la région. Cet événement sportif à la fois mixte et inclusif s'est accompagné d'animations visant à promouvoir une autre vision du football, plus durable, plus solidaire et ouverte à tous. Fait notable, notre équipe de la GJA Football, très impliquée dans l'organisation, a eu la fierté de remporter un trophée. Parmi les autres événements marquants du quartier, outre l'inauguration de l'école Jean Cocteau le 17 octobre, nous avons planté le 2 décembre un olivier en hommage à Ilan Halimi au parc bordelais avec Monsieur le maire. Ce geste, plus que symbolique, vise à rappeler que Bordeaux, et en particulier notre quartier, est mobilisé dans la lutte contre l'antisémitisme et contre l'intolérance. Le 2 décembre également, nous avons pour la 4e année consécutive inauguré les festivités de fin d'année à Codéran avec l'illumination du cèdre du quartier. Cet arbre majestueux a fêté, si je puis dire, ses 74 ans cette année au square Samuel Paty.
Toujours au square Samuel Paty, nous avons planté un arbre de la laïcité à l'occasion des 120 ans de la loi de séparation des églises et de l'État du 9 décembre 1905, plus connue sous le nom de loi sur la laïcité. À cette occasion, une exposition composée de kakémonos retraçant les principes de la laïcité a été présentée. Vous pouvez la découvrir à l'accueil de la mairie de quartier ainsi qu'à l'entrée de ce conseil. Comme nous l'avions déjà évoqué, Cauderan est le quartier de Bordeaux où la proportion de seniors est la plus élevée. Et nous sommes toujours ouverts à l'accompagnement dans le grand âge et au développement de projets innovants en leur faveur. Vous avez sûrement remarqué les 5 maisons mitoyennes récemment construites à l'emplacement de l'ancienne station-service rue de l'Église. Ce projet de construction se divise en 2 habitats partagés, chacun s'étendant sur 400 mètres carrés. Ces habitats disposent d'espaces communs qui offrent un cadre de vie convivial et chaleureux. Ce concept constitue une première à Bordeaux, représentant une alternative entre les résidences-services et les maisons de retraite. Nous avons eu le plaisir d'accueillir chaleureusement les premiers résidents la semaine dernière. Et pour clôturer l'année, en beauté, ne manquez pas l'Odyssée lumineuse au parc bordelais, que vous retrouvez depuis le 12 décembre et jusqu'au 11 janvier. Pour cette 3e édition, plus de 1000 lanternes monumentales viendront éclairer les allées du parc sur le thème enchanteur de la forêt des fées. Voilà, sur cette note poétique, il me reste à vous remercier pour votre écoute et à passer la parole à notre animatrice. Merci. Oui, merci. Merci beaucoup, Madame Bousquet-Pitt. Alors, je me permets juste de repasser les slides. Donc, je suis Alix Brouillon et je suis accompagnée ce soir de ma collègue Emma Vicassio. Et donc, on travaille toutes les deux au sein de la mission démocratie permanente et on est en charge ce soir d'animer ce conseil de quartier. Et également nos collègues de la mairie de quartier qui seront à travers vous et qui vous passeront les micros lors des temps de questions-réponses. Effectivement, l'ordre du jour ce soir, donc on a une introduction de votre maire de quartier. On aura également une première intervention donc, de 15 minutes sur la politique énergétique à l'échelle de la ville et de votre quartier, donc présentée par les services métropolitains. Il y aura un temps d'échange de 30 minutes qui vous sera proposé. Ensuite, le deuxième sujet, habitants, donc l'aménagement des espaces publics et la nature en ville, suivi d'un deuxième temps d'échange de 30 minutes. Et enfin, un mot de conclusion et puis le pot de convivialité à l'issue du conseil qui se terminera aux alentours de 20h30. Alors, pour commencer le conseil, et donc à main levée, on avait 2 questions à vous poser. Déjà, de quelle manière est-ce que vous êtes venus ce soir à la réunion ? Donc, les piétons, est-ce que vous pouvez lever la main, s'il vous plaît ? On a une grosse majorité de piétons ce soir. À vélo, pareil, à main levée. On a un petit peu moins de cyclistes, merci. En voiture, quelques voitures. En bus, transport en commun, moins de 4 personnes. Et enfin, en scooter et moto. 2 personnes, très bien. Une deuxième question, est-ce que vous participez au conseil pour la première fois à main levée ? Okay, on a quand même quelques personnes. Et de manière régulière, est-ce que vous êtes des habitués Oui, bon, il y a une grande majorité, donc vous venez de manière très régulière au conseil de quartier. On vous a également distribué des fiches contacts et fiches d'évaluation donc à l'entrée. Donc vous pouvez les compléter, ça nous aide nous à nous améliorer aussi sur l'animation et sur l'organisation des conseils de quartier. Et également une fiche contact. Donc ça vous permet de poser des questions que vous n'avez pas pu poser lors des 2 temps de questions-réponses. Donc n'hésitez pas à les remplir et on traitera donc ces demandes. Et quelques règles, et donc ça on va insister ce soir sur ces règles d'échange. Quand on vous donnera la parole, donc de s'écouter, de ne pas couper la parole, donc tous les avis comptent. Essayez de faire des interventions qui soient courtes, donc de poser des questions courtes pour que chacun et chacune puisse s'exprimer. D'alterner, donc nous on veillera à alterner les prises de parole femmes-hommes et surtout de donner la parole à ceux qui l'ont pas prise. Et également d'utiliser le micro pour intervenir. Il y a une captation qui est faite et donc vous allez pouvoir avoir accès au replay également. Donc c'est important qu'on puisse avoir le son. Voilà pour cette introduction. Donc je vais repasser très vite les slides et donner la parole à mes collègues pour présenter le sujet énergie. Donc Fanette Cluzot et Samuel Abourteau de la Direction générale de la transition énergétique et des ressources environnementales.
Bonjour à tous. Donc, on va vous parler d'énergie. Donc l'énergie, quand on parle d'énergie, on va vous parler d'abord de sobriété. Ah, vous entendez pas? Vous entendez pas? Là? Pas bien? Ah. Plus près? Là? C'est mieux? Oui, voilà. Quand on parle d'énergie, on va vous parler d'abord de sobriété. De réduire le besoin, que ce soit le besoin en énergie ou en eau. Voilà, c'est la première chose. Voilà, la meilleure énergie, c'est celle qu'on ne consomme pas du tout. Donc l'enjeu, c'est vraiment, et nous sur les bâtiments publics, on met en œuvre le plan de sobriété, c'est-à-dire la réduction des températures dans les locaux, chose que vous pouvez faire chez vous aussi et qui ne coûte pas grand-chose. Dans un deuxième temps, c'est l'efficacité énergétique, donc c'est agir sur la performance du bâtiment, que ce soit de son enveloppe. Donc l'enveloppe, c'est la toiture, les murs, les planchers, les fenêtres, comme vous voyez sur le petit dessin. On agit sur la performance énergétique de l'enveloppe pour qu'il y ait moins de déperdition d'énergie. Les déperditions énergétiques d'un logement qui est mal isolé ou non isolé, c'est 25 à 30% par le toit, 10 à 15% par les fenêtres. Les ponts thermiques à la jonction entre les planchers et les murs, c'est entre 5 et 10%. Les planchers bas, ça peut être entre 7 et 10%. Les murs, 20 à 25%. Et le renouvellement de l'air, donc la ventilation, ça peut être 20 à 25%. Donc tout ça, c'est des choses que l'on gère sur les bâtiments publics en essayant d'améliorer la performance énergétique et des choses que vous pouvez faire aussi dans vos logements. L'énergie qu'on ne consomme pas, celle qu'on ne consomme pas parce que les bâtiments sont performants, il nous en reste peut-être quand même pour faire fonctionner les bâtiments. Donc on essaye de la produire sur les bâtiments grâce à des panneaux photovoltaïques que vous voyez par exemple sur le toit là, du petit schéma. Et enfin, si on a besoin encore d'énergie pour faire fonctionner le bâtiment, on essaye d'acheter des énergies renouvelables et si possible locales. Ceci répond à des obligations qui sont réglementaires en lien avec la lutte contre le dérèglement climatique. La stratégie nationale bas carbone se décline avec plusieurs lois, notamment la loi Elan et le dispositif éco-énergie tertiaire, le décret tertiaire qui vient obliger à réduire les consommations d'énergie des bâtiments, des gros bâtiments qui font plus de 1000 m² sur une unité foncière, bâtiments publics et privés, et tertiaire au sens large, c'est vraiment l'opposition au secteur primaire qui est l'agriculture et au secteur secondaire qui est l'industrie, donc c'est tous les bâtiments publics privés de plus de 1000 m² sur une unité foncière qui sont concernés. Donc des réductions ambitieuses de moins 40% pour 2030, de moins 50% en 2040 et de moins 60% en 2050 par rapport à une année de référence qu'il faut définir. Et il y a bientôt une future directive qui arrive aussi, une transcription dans le droit français de la directive européenne sur l'efficacité énergétique, une loi qui date du 30 avril 2025 et qui va se décliner avec des décrets d'application pour imposer la rénovation des bâtiments publics. Tout comme il y a aussi une réglementation dans les logements avec les diagnostics de performance énergétique que vous connaissez, les classements de A à G. Voilà, quand vous achetez un bâtiment ou que vous vendez vous-même votre bâtiment. Voilà. Alors on avait je ne sais pas si vous m'entendez bien au fond notamment. Ah. Non, plus fort. Non, là vous entendez mieux ou pas? Ok, merci parce qu'effectivement il y a eu voilà, c'est mieux. Alors on a une question à vous poser. Donc qui pense que parmi ces sources d'énergie qu'on vous a présentées, qui pense qu'elles sont renouvelables? Donc pour le soleil, à main levée, qui pense que c'est une source d'énergie renouvelable? Une grande majorité. Le pétrole, personne. Le vent, grande majorité. Le charbon, deux personnes ont levé la main. Et le bois, pour la dernière option, et je dirais la moitié de la salle. Donc Fanette pour les réponses. Oui, donc les énergies renouvelables sont alimentées par le soleil, le vent, la chaleur de la terre, les chutes d'eau, les marées. Elles permettent... alors elles sont définies, les sources d'énergie qui alimentent ces énergies renouvelables sont considérées comme inépuisables à l'échelle du temps humain et elles n'engendrent pas ou peu de déchets ou d'émissions polluantes. Elles se distinguent des énergies fossiles à ce titre, donc le pétrole, le charbon, polluantes et dont les stocks diminuent.
Voilà. Et l'énergie nucléaire ne fait pas partie non plus des énergies renouvelables à l'échelle du temps humain. Il existe 5 grandes familles d'énergie renouvelable. L'énergie éolienne, qu'elle soit terrestre ou maritime, qui permet de produire de l'électricité. L'énergie solaire, photovoltaïque ou thermique, pour produire de l'électricité ou de la chaleur. La biomasse, qui permet notamment la production de chauffage via le bois. L'énergie hydraulique, que vous connaissez au niveau des barrages pour produire de l'électricité, et la géothermie qui permet de produire de la chaleur. On y reviendra dans des thématiques plus tard. Il faut savoir que la ville de Bordeaux achète 100% d'électricité verte tracée locale, 100% d'électricité verte tracée, donc 43% de local en 2024 pour ses bâtiments publics. Pour ces bâtiments publics, ça veut dire que c'est de l'électricité qui est 100% d'origine renouvelable. Voilà. Donc pour agir sur le sujet énergétique, à partir de 2024, pour financer des études, des travaux d'efficacité énergétique, 5,8 millions d'euros ont été dépensés en moyenne sur les bâtiments municipaux, qui ont permis d'éviter 1,2 million d'euros de consommation de fluides, que ce soit énergie ou eau. Voilà, ce qui permet à la ville d'atteindre un taux d'autonomie énergétique, donc de réduire sa dépendance aux énergies. Ce taux d'autonomie énergétique qui permet de mesurer la production d'énergie renouvelable locale par rapport à la consommation totale des bâtiments publics et de l'éclairage public. Donc un taux de 29% en 2024. Oui, il faut peut-être que... Où est-ce qu'elle est là? Ah oui, c'est tout. Ouais, vas-y. Dans le quartier, ça se traduit, donc, ces travaux, par des travaux notamment de remplacement d'éclairage, par de l'éclairage en LED, donc dans 3 groupes scolaires qui ont été faits sur le quartier. Ça permet de diviser par 4 les consommations d'énergie électrique. Ça se traduit aussi par des gestes tout simples, mais c'est des robinets thermostatiques que vous pouvez mettre vous aussi sur vos radiateurs dans vos logements pour mieux réguler la température dans les locaux. Ce qui a été fait sur un bâtiment qui est le gymnase sportif, l'espace sportif Stellin, le gymnase Stellin. Aussi des travaux de mise en place de dispositifs hydroéconomes, donc au niveau des robinets dans les groupes scolaires, des menuiseries et des remplacements de chauffage par des chauffages plus performants. Au niveau du stade Montséjour. Voilà, donc des exemples de travaux qui ont été réalisés dans votre quartier en 2024. Et ça s'illustre ici. Donc c'est à la fois des économies d'énergie, mais c'est aussi une amélioration de l'éclairage ambiant dans les écoles. Alors, on a une autre petite question pour vous ce soir, qui concerne du coup les réseaux de chaleur urbains. Et on y reviendra sur ce que sont les réseaux de chaleur urbains juste après. Mais d'après vous, d'où provient la chaleur qui parcourt ces réseaux de chaleur? Est-ce que, à main levée, pour les personnes qui pensent qu'il y a du soleil, enfin, en tout cas de l'énergie solaire? À main levée. Ok, une personne. Le vent, enfin du coup l'énergie éolienne. Non plus. Le bois, la combustion de bois. La géothermie. Ok, un petit peu plus nombreux. La combustion de gaz, quelques personnes dans le fond, ok, et la combustion d'ordures ménagères. Et donc, ok, donc on est sur une majorité de géothermie et de combustion d'ordures ménagères. Donc je laisse Fanette ou Monsieur Aburto, pardon. Alors bonsoir à toutes et à tous. Alors effectivement, quand on parle réseau de chaleur urbain, on parle d'un système qui va s'alimenter de plusieurs sources d'énergie. D'une part, on a forcément un appoint gaz, quelque part, parce que c'est soit le secours en cas de panne des sources renouvelables que l'on utilise, soit en appoint dès lors que, notamment en période hivernale, il y a beaucoup de tirage en termes de chaleur qui est utilisé. Mais la majorité de l'énergie, elle vient d'énergie dite renouvelable, comme l'a évoqué Fanette tout à l'heure. Prioritairement, c'est la géothermie qui est utilisée dans la plupart des réseaux de chaleur qui sont développés sur la métropole. C'est-à-dire qu'on va chercher de l'eau chaude dans le sous-sol. Soit c'est la biomasse, c'est-à-dire du bois que l'on va venir brûler dans des chaufferies adaptées. C'est un bois
donc de forêts qui sont écologiquement gérées, soutenables, dans un périmètre et un rayon d'environ 200 km autour de la métropole. Et sinon, c'est ce qu'on appelle les unités de valorisation énergétique, c'est-à-dire les centres où sont brûlés les déchets ultimes qui sont déposés en déchetterie. Et donc, lorsqu'ils sont brûlés, finalement, on y récupère d'une part la chaleur pour des réseaux de chaleur, où on peut en récupérer d'autre part de la production électrique qui est réinjectée dans le réseau. Le fonctionnement, finalement, il est assez simple. C'est une eau, finalement, qui va être chauffée, soit déjà chaude parce que puisée au niveau géothermal, soit qui va être chauffée, justement, par la chaleur de brûlage des déchets, par la biomasse ou par le gaz, qui va passer donc dans des tuyaux pour venir ensuite réchauffer des logements ou apporter, finalement, un moyen de réchauffer l'eau qui va être utilisée dans ces bâtiments. Et ensuite, l'eau refroidie auquel on aura récupéré les calories va repartir vers l'unité de production de chaleur, et ainsi de suite. Donc finalement, c'est une boucle qui est assez vertueuse, qui permet à la fois d'économiser l'eau et de faire des économies d'énergie. En effet, dès lors qu'on utilise ce type de chauffage par rapport à un chauffage qu'on utiliserait, un chauffage gaz, un chauffage fuel, l'impact des gaz à effet de serre il est diminué de 80%, donc c'est-à-dire que c'est vraiment un mode de chauffage qui est vertueux. C'est un mode qui est d'autant plus vertueux qu'on n'utilise que des sources renouvelables qui sont locales, quand j'évoquais effectivement la biomasse, quand j'évoquais la géothermie, quand j'évoquais la chaleur issue des centres de valorisation énergétique. C'est un chauffage qui va être fiable, parce qu'on est derrière, ça veut dire que c'est un service public, c'est-à-dire qu'il y a toujours des moyens de secours, comme je l'évoquais, ce fameux A point gaz, qui fait qu'il y aura toujours une continuité, on va dire, d'usage, et une meilleure sécurisation, plutôt que d'avoir X chaudières dans des logements, dans des résidences, dans des copropriétés, avec les risques que ça peut induire, les travaux que ça induit en termes de maintenance, etc. Finalement, là, on est sur un site unique, ça limite aussi les coûts par rapport à ça. Et derrière, ce sont des tarifs qui sont évidemment plus stables, parce que derrière, effectivement, on sait à peu près le coût que ça va nous coûter au fur et à mesure de l'exploitation, lié notamment à la ressource énergétique que l'on utilise. Et donc, on n'est pas soumis aux mêmes aléas dès lors qu'on utilise sa chaudière gaz, avec les aléas de ces dernières années, confèrent les situations géopolitiques, l'impact de la guerre en Ukraine, etc. Aujourd'hui, donc, comme vous le voyez, donc, il y a plusieurs réseaux de chaleur urbains à l'échelle de la métropole et plus particulièrement aussi de la ville de Bordeaux. Aujourd'hui, vous êtes dans un quartier qui n'est pas concerné par ce type de réseau aujourd'hui constitué, mais il y a une étude aujourd'hui qui est en cours sur la zone dite Bourran-Stéélin, donc qui serait à cheval entre une partie de Mérignac et de Bordeaux-Codéran, avec notamment en point de mire de venir alimenter tout l'espace sportif de Stéélin et la future piscine et son bassin nordique qui seront nécessairement consommateurs en termes de chaleur. Et donc derrière, tout le quartier autour, on a repéré un certain nombre d'établissements publics, de copropriétés, d'entreprises qui seraient intéressées, donc qui nous apportent une densité, une faisabilité économique qui nous paraît viable. Et donc aujourd'hui, on est dans des phases d'études de manière à pouvoir, dans les prochaines années, mettre en place ce projet et ce réseau de chaleur urbain, donc qui serait le premier dans le quartier de Codéran. On avait une troisième et dernière question à vous poser, cette fois-ci sur la question du photovoltaïque. Donc, d'après vous, combien de sites municipaux sont solarisés? Qui pense que 28 sites municipaux sont solarisés, donc à main levée? Je vois une main à ma gauche qui se lève. Qui pense que ce sont 54 sites municipaux? Je vois une dizaine de mains qui se lèvent. Et qui pense que ce sont 81 sites municipaux qui sont solarisés? 2 mains, 3 mains, 4 mains se lèvent. Pour la réponse, donc, Fanette? Oui, donc c'est 54 sites municipaux qui sont solarisés, ce qui représente 6626 MWh produits. C'est 6 fois, par exemple, la consommation électrique des bâtiments municipaux du quartier. Et c'est l'équivalent à peu près de 1352 foyers. Donc, par rapport à cette stratégie de solarisation, l'idée est de prioriser les installations en autoconsommation, donc que ce soit individuel sur les bâtiments eux-mêmes pour ne pas avoir à acheter du coup au réseau de l'énergie, ou en autoconsommation collective à l'échelle d'un ensemble de bâtiments municipaux, publics, mais ça peut être aussi public et privé. Et de systématiser systématiquement sur tout projet de rénovation de toiture l'étude
pour voir si c'est pertinent de mettre de la solarisation. Voilà. Donc ça a plusieurs avantages de produire son électricité via du photovoltaïque. Ça permet de réduire les émissions de carbone, donc d'être vraiment dans cette stratégie nationale bas carbone. Et ça permet aussi d'avoir de lisser la facture d'électricité, c'est-à-dire de réduire la dépendance au coût de l'électricité. On achète moins d'énergie, on autoconsomme. Soit sur le bâtiment, soit avec d'autres collectifs autour. Et ça permet aussi, il y a plein de technologies maintenant qui permettent de le faire sur quasiment tous les bâtiments, que ce soit à petite échelle ou plus grande échelle. Voilà, des technologies qui permettent, comme vous avez pu le voir peut-être sur la mairie de quartier Codéran aussi, des ardoises intégrées à la toiture. Voilà, il y a tout un tas de technologies alors, qui ont plus ou moins bon rendement, mais qui permettent de s'adapter à toutes les configurations et finalement de produire de l'électricité très très localement. Quelques exemples du coup sur le quartier. Donc on voit la mairie de quartier Codéran, la vue du ciel, ça se voit à peine, les panneaux bien intégrés à la couverture. La crèche des Trois, elle, qui est une vieille installation, comme le gymnase Virginia, et plus récemment ont été installées les dernières installations qui ont été faites en 2024. Donc à part la mairie de quartier Codéran, le groupe scolaire Cocteau que vous avez vu tout à l'heure, l'élémentaire Pinfranc, un préau à l'élémentaire Pinfranc, et la crèche Charmant-Fola aussi. Tout début 2024. Donc la plupart de ces sites sont en autoconsommation, ce qui représente à peu près l'autoconsommation, ça représente à peu près 10% des consommations électriques du quartier. Voilà, cette production en autoconsommation. Voilà, le reste est revendu pour certains sites, notamment les premiers. La crèche des Trois et le site du gymnase Virginia sont en revente totale. Le site de Stellin aussi, qu'on n'a pas cité, le préau de Stellin est en revente totale puisque c'est un tiers investisseur qui a investi sur ce site en complément de ce que la ville peut faire. Et il y a le site de la piscine Janzé en cours de construction qui sera également équipé. Donc ça fait pas mal d'installations à l'échelle du quartier comme globalement à l'échelle de la ville avec ses 54 sites municipaux. Et là, donc effectivement, le dernier sujet qui vous concerne, les unes et les autres directement par rapport à votre domicile, parce que finalement, là, on parle d'un dispositif qui est porté par Bordeaux Métropole, donc MaRénov' Bordeaux Métropole, à distinguer de MaPrimeRénov' au niveau étatique. Alors effectivement, aujourd'hui, les messages peuvent sembler un peu brouillés parce qu'il y a des stop and go côté État sur ce sujet. Il semble que ça repart à partir du 1er janvier côté État. Nous, côté Bordeaux Métropole, on n'a pas lâché le manche. Donc ça veut dire que le dispositif, il a toujours fonctionné, il fonctionne toujours à votre destination et c'est ce que je vais vous exprimer. Finalement, il a plusieurs objectifs. C'est de réduire vos factures d'énergie, vos factures de travaux. C'est d'améliorer votre confort à l'intérieur de votre habitat à partir du moment où vous avez fait les travaux qui vous ont été finalement prescrits et encouragés par les conseillers France Rénov', de réduire votre empreinte carbone et enfin de valoriser votre logement parce qu'à partir du moment où vous avez fait des travaux dans votre logement, bien évidemment, celui-ci prend de la valeur, notamment à sa revente. Les différents dispositifs qui existent, il y en a de 5 sortes. Le premier, c'est ce que l'on appelle la rénovation globale. Donc, c'est dès lors que vous allez faire des gestes de rénovation qui vont vous permettre de passer 2 classes énergétiques. Donc, vous avez une catégorisation de A à G. À partir du moment où vous faites un saut de 2 classes grâce aux rénovations que vous entamez, vous allez pouvoir bénéficier quasiment de 7 000 € d'aide par projet en moyenne. Ensuite, on a ce qu'on appelle la rénovation par geste. Donc, c'est un geste de rénovation et d'isolation. C'est par exemple l'installation d'une VMC. Ça peut être de changer vos huisseries. Ça peut être de faire de l'isolation par l'extérieur, d'isoler vos combles, et ainsi de suite. Et donc là, vous êtes à peu près à 2 000 € d'aide par projet en moyenne.
C'est l'installation de panneaux photovoltaïques. Donc là, effectivement, c'est l'objectif d'être dans une logique d'autoconsommation, donc c'est-à-dire de venir diminuer votre facture énergétique et de produire vous-même une énergie décarbonée et locale. Donc là, on est sur environ 2500 € d'aide par projet. Et enfin, vous avez une autre aide qui est par le biais de ce qu'on appelle le fonds Airbois. À partir du moment où vous êtes équipé d'un dispositif de chauffage au bois, donc ça peut être un poêle, ça peut être une cheminée en insert, etc. Vous pouvez être accompagné pour venir rendre plus performant votre dispositif d'un point de vue énergétique et surtout aussi de limiter les polluants atmosphériques par le changement de votre dispositif et donc pour une aide à peu près 1 000 € par projet. Et enfin, le dernier point, c'est avoir une possibilité d'aide dès lors que vous êtes en copropriété, donc là qui est à la destination plus des syndics qui vont piloter les travaux, les changements, etc. Et donc là, c'est des accompagnements aussi bien sur les frais de pré-études que dans l'accompagnement dans les travaux, là aussi avec des enveloppes d'aide financière qui sont disponibles. Les exemples un petit peu qui sont portés, c'est pour un peu venir rendre plus concret, on va dire, la réalité de cette aide par rapport à votre portefeuille. Les aides aujourd'hui, elles sont divisées en 3 catégories en fonction de si vous êtes un foyer modeste, foyer intermédiaire ou supérieur. Et donc vous voyez, ce qui vous intéresse, je pense, le plus particulièrement, c'est la question du reste à charge. Où vous voyez que dès lors que vous êtes un foyer modeste sur une rénovation globale, votre reste à charge n'est plus que de 20% par rapport aux sommes que vous avez investies initialement, sans parler finalement des gains que vous allez avoir tout au long du temps par la diminution de votre facture énergétique. Pour un revenu intermédiaire, vous êtes à peu près à 66%. Pour les revenus supérieurs, vous avez un reste à charge qui va être compris entre 60 et 70%. Mais mine de rien, ça veut dire que quelle que soit votre situation en termes de revenus, vous pouvez bénéficier d'une aide qui participe finalement à l'effort de rénovation dans laquelle vous vous lancez. En complément, donc 3 outils finalement qui peuvent vous aider et vous accompagner dans vos réflexions de rénovation énergétique de votre habitat. Vous avez une application géothermie, alors là c'est vrai qu'il est plus à destination des professionnels qui repèrent, on va dire, la capacité en termes de géothermie sur votre terrain, à savoir que dès lors que vous bénéficiez d'un jardin qui fait 150 m² minimum, vous pouvez avoir finalement votre propre installation de géothermie et de réseau de chaleur urbain à votre destination, mais c'est vraiment plus à destination des professionnels, mais c'est toujours intéressant d'aller y jeter un œil. La thermographie aérienne qui vous permet de repérer les déperditions de chaleur sur votre logement donc en vous connectant, et le cadastre solaire qui permet de repérer un peu la performance, on va dire, possible sur votre toiture, de capacité de génération de puissance, et qui va vous délivrer un peu une préétude de ce qu'il serait possible au regard de des réglementations de votre quartier. Merci beaucoup Fanette et Samuel pour cette présentation. Alors on avait juste une vidéo de témoignage d'un habitant qui a entrepris une rénovation énergétique de son logement. Est-ce que vous pouvez juste passer la slide suivante qui vient justement illustrer ces outils qui ont été présentés et réappuyer sur la zapette et je viens les récupérer. Il n'y a pas de son, en effet. Il y a les sous-titres. Est-ce qu'on peut juste revenir en avant et réessayer de rappuyer sur la vidéo ? Oui. Bon, la vidéo sera disponible, effectivement, vous aurez le loisir de la regarder avec le son. Cette fois-ci, elle est disponible sur le YouTube de la ville de Bordeaux. Donc, c'était un habitant qui présentait les avantages en termes de gains énergétiques et économiques de la rénovation qu'il a entrepris de son logement. Voilà. Donc, on va passer au temps de questions-réponses. Donc, vous avez 30 minutes. On va vous laisser 30 minutes pour répondre aux questions. Il est 19h20. Donc on vous laisse 30 minutes, on va prendre des séries de 4 à 5 questions. On rappelle juste les règles, on essaye de faire des interventions qui sont courtes pour que chacun et chacune puisse s'exprimer. Alors sur la thématique de l'énergie, est-ce que quelqu'un souhaite s'exprimer ? Déjà, alors oui madame, on va prendre votre question.
Excusez-moi, moi j'ai juste une question pratique. Est-ce qu'on pourra disposer des slides qui nous ont été présentés pour avoir les adresses mail, enfin les... Oui, tout à fait. D'accord, super. Ça vous Merci. sera transmis. Merci. Une autre question sur la thématique de l'énergie. Alors, il y a un monsieur tout au fond qui a levé la main. Bonsoir, je m'appelle Olivier Michaud, j'habite de l'autre côté du parc bordelais. Je voulais savoir quelles étaient les attitudes des personnes des Bâtiments de France par rapport à l'installation de panneaux photovoltaïques sur les toitures. Merci. On va encore prendre 3 questions. Alors, je vois une dame qui lève la main au 3e rang. Le micro ne marche pas. Si, c'est moi, voilà. Super. Merci, madame. Est-ce que les 2 primes, ma prime rénov de la ville et de l'État, on peut les associer, elles sont cumulables les 2? Merci. Alors, il y a une question juste derrière. Oui? Après. Merci. Est-ce que vous pouvez parler juste un tout petit peu plus fort, s'il vous plaît? Et plus près du micro, également. Bon, je voulais savoir si les réseaux de chaleur étaient, comment dirais-je, pouvaient être multipliés dans nos quartiers. Moi, je suis au quartier des Maréchaux. Voilà. Merci. On va prendre une dernière question. Donc, il y a une main qui s'est levée au 1er rang. Madame, on prendra la question après. D'abord, on va apporter des éléments de réponse. Très bien. C'est la même question, d'accord. Ah, complémentaire. Monsieur, oui, je vous en prie. Bonsoir. Vous avez parlé de 58 bâtiments publics qui avaient été solarisés. Juste une question. 58 bâtiments sur combien? Merci pour la question. Alors, je vous propose qu'on passe aux éléments de réponse, Fanette et Samuel, sur la question des ABF notamment. Oui, alors effectivement, sur la question Bâtiments de France, c'est une question qui revient très régulièrement. Il faut savoir qu'il y a quelques années, l'ABF était très très frileux sur ce sujet-là, donc ce qui fait que la plupart des dossiers de demande de photovoltaïsation de sa toiture étaient refusés. Aujourd'hui, il y a un vrai échange qui a eu lieu entre la municipalité et l'ABF, mais c'est joué aussi au-delà de la ville de Bordeaux au niveau national sur les réflexions liées à la transition écologique, la souveraineté énergétique, etc. Donc ça veut dire que globalement, les choses se sont largement détendues, mais il y a quand même des règles qui sont strictes en fonction de chaque quartier, qui sont liées à son exposition par rapport à un bâtiment classé, etc., pour ne pas venir nuire à l'image paysagère et l'image patrimoniale. Mais ça veut dire que même si vous êtes à proximité d'un site classé, potentiellement, votre côté façade, côté rue, vous n'allez pas pouvoir solariser, mais côté jardin, vous allez pouvoir. Donc bref, les règles, de toute façon, elles sont au cas par cas en fonction de votre quartier. Là, pour ça, on ne peut que vous encourager à vous tourner soit vers les services de l'urbanisme, votre mairie de quartier ou les conseillers France Rénov qui, eux, ont la bonne maîtrise véritablement des règles qui existent et qui préexistent en fonction du découpage de votre quartier. Mais on va dire, partez positif sur ce sujet-là, parce que finalement, à moins d'être vraiment collé à un bâtiment historique, une église, etc., globalement, à la plupart des endroits, vous allez pouvoir bénéficier d'une possibilité de solarisation de votre toiture. Les choses se sont quand même largement détendues, tant qu'effectivement, on protège la vision patrimoniale au niveau de la ville. Sur ma prime rénov est-elle cumulable, ma prime rénov Bordeaux Métropole est-elle cumulable avec celle de l'État? La réponse est oui. Tout l'optique finalement du dispositif tel qu'il a été mis en place, c'est justement de permettre de diminuer le plus possible le reste à charge, d'avoir des règles qui finalement sont assez similaires à celles de l'État et qui ont pour objectif justement de rendre les choses et ces travaux les plus accessibles possibles, justement pour arriver, comme il a été présenté dans l'exemple, à ce fameux reste à charge à environ 20% pour les foyers les plus modestes et qui correspond à un reste à charge cumulé entre la prime rénov Bordeaux Métropole et ma rénov côté État. Sur le déploiement des réseaux de chaleur, la réponse elle est oui. Il y a des réflexions qui sont en cours
en permanence. Là, à l'échelle de Bordeaux Métropole, il y a 2 réseaux de chaleur qui ont été votés cette année. C'est le réseau dit Aéroparc, donc qui est plus dans un quartier industriel à destination de grandes entreprises. Le réseau Métropole Sud, qui va couvrir finalement du boulevard, mais qui va couvrir Talence, Bègles, Gradignan, Villeneuve-d'Ornon, etc. Donc là, on voit bien que ce sont 2 grands réseaux qui vont sortir de terre. Comme je vous l'indiquais dans votre quartier, la réflexion aujourd'hui, elle est sur la zone Mérignac-Bourran. Donc là, on va passer dans une deuxième phase d'étude. Il y a une pré-étude qui vient de se terminer. On va passer dans une deuxième phase d'étude l'année prochaine. C'est des temps qui sont assez longs, parce que c'est des temps techniques. Il faut aussi se confronter à des questions de voirie, parce que l'idée, après, potentiellement, il ne faut pas qu'on vienne réouvrir des voiries qui sont neuves, etc. Il y a la question de la densité de population qui peut correspondre pour avoir un équilibrage économique. Il faut avoir du foncier pour installer le puits de géothermie ou la chaufferie. Donc c'est beaucoup finalement d'étapes pour arriver à sortir ce réseau. Mais effectivement, on est toujours dans cette volonté de venir continuer à mailler le territoire métropolitain en termes de réseau de chaleur. Sur le nombre de sites municipaux totaux, c'est environ 500 sites. Alors on parle pas en termes de bâtiments, parce que parfois c'est un ensemble de bâtiments, on parle de sites, voilà, globalement. Donc c'est 54 sites solarisés, du coup, sur environ 500 sites, un peu moins de 500 sites municipaux. Merci pour ces réponses. On va prendre une deuxième série de questions. Est-ce que vous avez des questions toujours sur la thématique de l'énergie ? Alors, oui. Alors, juste, madame, on va prendre vous en premier, on ne vous a pas encore entendu, et puis ensuite, vous, madame. Oui, bonsoir. Merci de votre expertise. J'aurais une question sur les panneaux photovoltaïques. Savoir si on est tenu de les... Enfin, s'il y a une maintenance, comment ça se passe, pour lutter contre certaines peurs de risque d'incendie, notamment. Merci. Merci. Et madame, juste derrière. Et ensuite, monsieur, qui lève la main au 4e rang, ici. Merci. Moi, c'était sur ma prime rénov'. Donc, vous avez dit que c'était cumulable. Et j'aurais voulu juste savoir s'il fallait toucher celle au national pour pouvoir toucher celle locale. Merci. Et il y avait une question, vous, monsieur, qui avez levé la main. On vous donne le micro. On peut constater en ville de plus en plus d'habitants qui utilisent des chauffages à bois, pas forcément avec les granulés, tout simplement du bois. Ça génère des odeurs qui sont parfois un peu envahissantes, même carrément dérangeantes. Et je voulais savoir si la ville de Bordeaux réfléchissait à ce sujet et si des mesures sont éventuellement envisagées, car il y a d'autres métropoles qui ont déjà pris des mesures, pas forcément en France, mais dans les pays de l'Europe du Nord, parce que malgré tout, faire brûler du bois en ville, ça nous fait un petit peu revenir en arrière, comme à une certaine époque, et c'est quand même une nuisance certaine dans l'environnement. Merci. On va prendre encore 2 questions. Est-ce qu'il y a des personnes qui n'ont pas pris la parole et qui souhaiteraient s'exprimer ? Si jamais vous avez des questions que vous n'avez pas pu poser, il y a effectivement les fiches contacts que vous pouvez remplir et déposer à l'issue de la réunion. Alors, il y a un monsieur qui lève la main tout au fond. Vous m'entendez ? Oui, c'est bon. Oui. Est-ce que vous pourriez nous donner la raison pour laquelle une grande majeure partie des rues dans notre quartier restent éteintes la nuit ? Et ma question est un peu double. Est-ce que vous pourriez nous donner les éléments de corrélation qu'il peut y avoir avec l'éclairage qui est éteint et l'insécurité, à savoir cambriolage et autres infractions ? Merci. Oui. On va prendre une dernière question et ensuite on va passer aux réponses. Alors, je ne vois pas de main levée, donc je vous propose, Fanette et Samuel, d'apporter des éléments de réponse. Oui, alors moi je vais répondre à la première question là, sur les panneaux photovoltaïques et la maintenance. Donc, je ne sais plus qui... Oui, voilà, c'est là. Donc oui, comme tout système, il y a de l'entretien à prévoir sur les panneaux, notamment surtout un nettoyage des panneaux pour ne pas diminuer le rendement des panneaux et éviter aussi l'encrassement et effectivement l'accumulation voilà, de choses qui pourraient nuire au bon fonctionnement des panneaux. Après, au niveau de la sécurité par rapport au feu, il y a des dispositifs de sécurité
sécurité qui existent et qui permettent de mettre en sécurité, même si le panneau n'est pas nettoyé. Mais c'est plus pour le bon fonctionnement du panneau et son rendement que vous avez tout intérêt, effectivement, à prévoir un petit nettoyage. Après, il y a différents panneaux. Il y a des panneaux aussi qui ont un système de nettoyage intégré. Voilà, il y a différents panneaux et performances de panneaux. Mais oui, comme tout système, il faut prévoir son entretien, l'accessibilité pour pouvoir les maintenir. Sur la question de doit-on passer par la prime État pour avoir la prime Bordeaux Métropole, la réponse elle est non, les deux sont totalement dissociés. Bien évidemment, quand vous serez accompagné soit par la métropole, soit par les conseillers France Rénov, vous serez incité à avoir les deux parce que notre objectif, c'est que les travaux soient menés à leur terme et que pour l'ensemble des administrés, le reste à charge soit le plus faible. Donc bien évidemment, on incite tout le monde à aller vers les deux, mais les deux, on va dire, sont cumulables, mais sont dissociés. On va dire le meilleur exemple sur cette année, c'est pas parce que l'État a fait du stop and go que nous, on n'a pas continué à accompagner les personnes qui avaient déjà lancé leur chantier, qui avaient besoin d'avoir de l'accompagnement financier pour mener à terme leurs travaux de rénovation. Donc nous, on a continué à délivrer, même si l'État avait stoppé là, sur une période entre le mois de juillet et cet automne. L'autre question sur la question du bois, effectivement, là ça fait écho finalement à un autre dispositif que j'ai présenté sur la question Marénov, qui est le fonds Airbois, pour encourager les personnes à changer leur dispositif de chauffage au bois et d'arriver vers des dispositifs qui sont dits NF environnement, qui sont des dispositifs finalement qui permettent de retenir au maximum les fumées, donc qui limitent la question des odeurs, voire vous n'avez pas d'odeur. L'exemple les plus flagrants, c'est tout ce qui est sur les chaufferies bois qui sont installées sur les réseaux de chaleur. Vous n'avez pas de fumée, vous n'avez finalement que de la vapeur qui va sortir, mais vous n'avez pas les fumées. Les dispositifs sont faits pour les retenir, et y compris toutes les particules qui, elles, sont polluantes liées au bois, elles sont retenues dans le cadre de ces dispositifs, aussi bien dans les chaufferies, on va dire entre guillemets, industrielles des réseaux de chaleur, que dans les dispositifs poêle à bois ou cheminée insert, que vous allez pouvoir installer une fois que vous aurez été accompagné par justement ce fonds Airbois qui incite vers des dispositifs donc labellisés NF Environnement et qui ont pour objectif de limiter, voire de supprimer l'ensemble de ces nuisances que vous évoquez. Et c'est pour ça que finalement c'est mis en place pour inciter les personnes à changer leur dispositif et que vous n'ayez pas les nuisances que vous évoquez, que vous pouvez avoir dans certaines rues ou à côté de certains logements. Quant à la dernière question, je n'y répondrai pas. Donc je propose à Marc Etcheverry d'apporter des éléments de réponse. Merci. Oui, bonsoir à toutes et à tous. Marc Etcheverry, adjoint au maire en charge de la sécurité notamment. Alors effectivement, on parle d'énergie, donc votre question est très pertinente, de venir relier l'énergie avec ce sujet de l'éclairage public, puisque effectivement, en 2023, suite au choc énergétique, la guerre en Ukraine, augmentation des prix de l'électricité, a été prise la décision, à Bordeaux comme dans d'autres villes de France, de réduire l'éclairage public à certains endroits, à certains moments. Donc c'était de 1h à 5h du matin. Nous sommes revenus en partie en février 2025 sur cette décision à la demande de Pierre Urmic, le maire de Bordeaux. Donc actuellement, il subsiste effectivement des rues de Bordeaux qui ne sont pas éclairées de 2h30 à 5h du matin. Alors on a fait infléchir effectivement cette trajectoire puisque jusque-là c'était 1h à 5h. On a pris effectivement la mesure des choses. Pourquoi 2h30 ? Parce que ça permet aux personnes qui sont notamment en centre-ville, qui sont dans les bars ou autres, de pouvoir faire la fermeture des bars de 2h et de pouvoir rentrer chez eux. Donc l'extinction totale n'est plus que sur ce créneau de 2h30 à 5h et nous avons des statistiques de la métropole qui montrent qu'entre 2h30 et 5h, la portion des déplacements, enfin la proportion des déplacements sur la métropole de Bordeaux est infime, elle est moins de 1%. En plus, nous avons rallumé des axes stratégiques, c'est-à-dire des grands axes structurants d'entrée et de sortie de Bordeaux, qui avaient été effectivement éteints, et parfois pas à juste titre. Nous sommes en lien avec la direction de la police nationale ici sur Bordeaux, qui nous demande de rallumer certains points, et nous le faisons, nous l'avons fait, et nous continuons à le faire pour des raisons opérationnelles. Et après, pour revenir sur ce sujet de l'énergie, il y a un vaste plan de modernisation, de relamping de l'ensemble de nos points lumineux pour les transformer, pour les passer en LED, qui sont moins énergivores et qui permettent justement de faire des économies d'énergie. Et à terme, comme d'autres villes
d'autres villes de la métropole le font, passer, notamment dans les quartiers résidentiels, il peut y en avoir à Codéran, sur de la détection qui sera un peu plus automatique et qui permettra de conserver à la fois de l'extinction et la ville qui s'éclaire au passage, quand on en a besoin. Concernant, vous parliez de criminalité, d'insécurité, nous avions fait un bilan en avril 2024, donc c'était un premier bilan qu'on avait pu réaliser en présence de la police nationale, après avoir analysé les statistiques dont nous disposons à Bordeaux, qui sont des statistiques ministère de l'Intérieur, en regardant également ce qui se fait dans d'autres villes, en regardant les études qui ont été faites par différents centres de recherche. Il n'y a aucune corrélation entre l'extinction de l'éclairage public et l'augmentation des faits de délinquance et de criminalité. Aucune corrélation. Et tout ça sera corroboré, et tout ça est corroboré par les services de l'État. Nous, on représente la police municipale, mais tout ça est confirmé par la police nationale et leurs statistiques. Des cambriolages ou des vols à la roulotte, c'est-à-dire quand on vient fouiller dans votre véhicule, il y en a 2. Il peut y en avoir malheureusement 2 jours, et il n'y en a pas plus de nuit. Après, on sait très bien, effectivement, c'est humain, que quand on est dans le noir, on se sent en insécurité, mais ça c'est un réflexe tout à fait normal. C'est pour ça qu'on a pris ces décisions de pouvoir rallumer certaines zones, certains endroits et de réduire le moment d'extinction. Comme vous le voyez, notre préoccupation, c'est d'être le plus équilibré possible entre ce sujet qui est important, de la sobriété énergétique qui est nécessaire, et la vie en ville qui nécessite quand même d'avoir de l'éclairage. Et après, on peut se permettre, sur cette portion de 2h30 à 5h du matin, d'avoir des endroits qui sont éteints. Donc le court terme, assurer la sobriété, assurer également la sécurité des Bordelaises et Bordelais, et à moyen et long terme, moderniser notre parc, nos points lumineux, sachant que c'est beaucoup plus dur et beaucoup plus coûteux pour la ville de Bordeaux de tout moderniser, parce qu'on a un parc lumineux qui est beaucoup plus important que le Bouscat, par exemple. Donc voilà pour ce sujet. Merci beaucoup pour ces éléments de réponse, et merci du coup à M. Aburto et à Mme Cluzot pour ces compléments. Merci à vous pour vos questions. On va peut-être tout de suite passer au deuxième sujet de ce soir, donc le sujet habitant, et je laisserai Alix expliquer un petit peu comment s'est déroulé le choix de ce sujet. Voilà. Et si jamais vous avez encore des questions sur les questions énergétiques, n'hésitez pas à remplir les petites fiches contact. Voilà, la mairie de quartier ou les services les lisent et pourront y rapporter des réponses. Voilà. Oui, effectivement, vous avez été assez nombreux à répondre au sondage qu'on vous a transmis. Donc, vous avez été 247 à répondre et on vous en remercie. Donc, le premier sujet qui a été plébiscité, donc c'est le sujet qui sera présenté ensuite, qui concerne l'aménagement des espaces publics et la nature en ville. La culture a recueilli aussi 74 voix, donc arrivé en deuxième position. Et puis enfin, le sujet habitat et urbanisme a recueilli 46 voix. Donc voilà, on souhaitait vous montrer les résultats du sondage. Et donc j'invite nos collègues Karine Gessner et Mathieu Ayer à présenter ce sujet. Voilà, bonsoir plutôt à tous. C'est bon, vous m'entendez bien comme ça? Ça marche bien, ok. Alors aujourd'hui, donc, avec mon collègue, on va vous parler d'espace public. Alors pour ce qui me concerne, c'est plutôt tout ce qui est espace public de circulation, on va dire, tandis que Mathieu parlera plutôt des espaces verts. Et donc à nous deux, on se complète, on fait un petit peu le tour de l'espace public. On va vous parler précisément de l'entretien et de la gestion et évidemment de l'aménagement, mais tout ça marche un petit peu ensemble. Moi, ce qui est important de vous dire, c'est que bien sûr notre rôle, c'est de gérer justement la ville au quotidien pour faire face à tout ce qui s'y passe, les dégradations, l'usure, la sécurité qui est nécessaire, bien sûr, mais aussi de l'adapter. Et donc l'adapter, ça passe par de l'aménagement un peu plus lourd que de simple réactivité à de la dégradation. Adapter la ville, c'est l'adapter à de la réglementation, puisqu'on a sans arrêt des nouvelles réglementations qui arrivent, à des usages qui évoluent. On a vu tout à l'heure l'enquête sur comment vous êtes venus. En fait, voilà, si on avait fait cette enquête il y a 6 ans, c'était sûrement pas les mêmes réponses. À des fréquentations qui augmentent. Et puis, bien sûr, au réchauffement climatique et aux variations climatiques ou aux événements extrêmes.
Et puis, on a en gros 4 critères, ou 4 enjeux majoritaires qui s'imposent à nous. Bien sûr, les sujets de vétusté, donc là, on est plus dans la question de l'entretien et de la gestion. Les sujets d'accessibilité des piétons, les sujets de végétalisation et les sujets de discontinuité cyclable. C'est vraiment par ça qu'on traite tout l'espace public circulé. Je parle également très rapidement, mais on a aussi beaucoup de contraintes qui s'imposent à nous. Vous avez parlé tout à l'heure d'ABF quand on parlait de la question de la rénovation énergétique et des panneaux solaires. Eh bien, également pour l'aménagement de l'espace public, les architectes des bâtiments de France ont leur avis à donner et parfois il n'est pas tout à fait raccord avec ce qu'on propose, donc il faut s'adapter. On a également bien sûr à respecter des questions de réseau. Évidemment que vous avez besoin que tout ce qui passe sous terre, l'électricité, l'eau, le gaz, etc., ne soit pas endommagé par nos travaux. Et donc ça, c'est un gros travail de coordination qu'on fait. Et bien sûr, il faut que les secours puissent toujours accéder partout. Donc tout ça, c'est des choses qu'on doit prendre en compte quand on aménage. Ce qui fait que parfois, on ne peut pas faire exactement ce qu'on veut ou ce que vous voulez, parce qu'on doit respecter tous ces éléments-là. Alors, on a des interventions donc, qui sont graduelles. Tout d'abord, effectivement, je vous ai parlé de gestion, et on a évidemment un sujet qui est assez majeur, c'est le traitement des chaussées. Ce traitement, il se fait par ce qu'on appelle des couches de roulement, donc c'est rénover la chaussée, si vous voulez. Excusez-moi. Et effectivement, on a quelques illustrations ici, hein, rue Lamartine, très récemment réalisée, rue de l'Église. Alors, on fait ça évidemment pour assurer la sécurité et, bien sûr, on le fait en urgence lorsque c'est nécessaire. Ou alors, on le fait en programmation annuelle quand c'est moins urgent et qu'on peut, du coup, se coordonner avec, parce qu'on m'a souvent posé cette question, avec les concessionnaires de réseau pour éviter qu'on fasse des tranchées pour faire le gaz, l'eau, etc. Et puis que derrière, on laisse ces tranchées plus ou moins bien réparées, enfin bien remises en état. Et donc, on essaye de se coordonner pour que tout soit fait dans une logique et une cohérence. Bien sûr, on a besoin aussi de remettre aux normes, on en profite pour remettre aux normes les marquages. On est par exemple tenu de marquer les circulations cyclables quand on refait une couche de roulement. On est tenu aussi de respecter ce qu'on appelle les cônes de visibilité. Alors là, il n'y en a pas sur les exemples, mais il y a une loi assez récente qui nous oblige, par exemple, à chaque intersection, de dégager 5 mètres autour du passage piéton. Pour qu'il y ait de la visibilité pour les gens qui traversent. Donc vous aurez peut-être vu dans certaines rues qu'on enlève des places de stationnement autour de ces carrefours, justement pour ce qu'on appelle ces cônes de visibilité. Donc c'est l'idée d'avoir effectivement un cône qui permet aux piétons qui traversent de ne pas être masqués par un camion ou une camionnette ou une grosse voiture, etc. et de traverser en sécurité. Voilà, on a donc toute cette réflexion qui se fait de façon générale. Et on va faire un petit zoom sur un sujet qui concerne un peu tout le monde, qui est l'accessibilité des piétons. Alors, ça va arriver au coup par coup. On est là sur un sujet de remise en état en fait, des trottoirs. Qui donc revêt des obligations. Hein. Un trottoir aux normes, c'est un trottoir qui fait minimum 1,40 m. Voilà, donc dès qu'on touche une rue, on doit refaire ces trottoirs sous réserve que ce soit possible dans la largeur de la rue. Évidemment, en centre historique, c'est pas toujours possible, mais on doit refaire ces trottoirs à 1,40 m pour permettre la circulation de toutes les personnes à mobilité réduite. Et on a aussi besoin évidemment d'un sol qui soit en état, mais aussi d'avoir le moins d'obstacles possible. Donc on a un petit sujet avec notamment, c'est écrit là, les potelets. Les potelets qui sont les outils majeurs de l'antistationnement, mais qui sont aussi pour des personnes à mobilité réduite ou des personnes malvoyantes, des vrais obstacles et des vrais dangers. Donc voilà, il y a tout ça qu'il faut traiter en même temps. Les abaissés de trottoir, évidemment, pour ne pas avoir des grandes marches à monter quand on est évidemment en fauteuil roulant ou avec des béquilles, c'est très, très, très problématique. Donc ça se traduit dans un document qui a été voté par la ville, qui a recensé
l'ensemble des voies sur lesquelles il y a des interventions à faire. Et donc sur ce quartier, voilà comment ça se traduit avec des priorités qui sont évidemment 1, 2, 3, suivant l'enjeu et la dangerosité et les dysfonctionnements rencontrés. Mais qui, évidemment, on voit, c'est les rues en rouge qui sont les plus prioritaires et qui doivent être traitées dans le cadre de nos interventions sur les trottoirs. Donc c'est un document qui a été voté l'année dernière par la ville et ce document est applicable. Donc évidemment, tout ne peut pas être fait en une seule fois et ça va être programmé de façon au fil de l'eau, mais en priorité en allant sur les rues qui sont, comme vous le voyez, en rouge. Dans ce cadre-là, je vous mets cette petite information. Si vous avez des signalements à faire sur des problématiques justement de cheminement, eh bien vous avez ces possibilités. Hop, il m'en manque un, je vais le rajouter. Voilà, ces possibilités de faire savoir à la mairie, parce que même si on a des agents qui passent un peu partout tous les jours, ça s'appelle des agents de surveillance du domaine public, ils ne peuvent pas tout voir tout le temps. Et donc, parfois, on a besoin de vous aussi pour nous dire, en fait, il y a un trou à tel endroit où, voilà, moi j'ai rencontré un vrai dysfonctionnement, c'était dangereux. Vous avez donc toutes ces possibilités, soit d'appeler par téléphone sur les 05 56 10 33 33 sur les heures de fonctionnement, enfin d'ouverture de la mairie, et en dehors des heures, c'est même possible avec le 10 20 30. Vous pouvez aussi signaler sur le site, et sinon vous avez une toute nouvelle application qui a été mise en service cet été, l'été passé, qui s'appelle Ma Ville Facile, sur laquelle vous pouvez même mettre des photos, etc. Vous prenez une photo avec votre smartphone et hop, vous pouvez l'envoyer via l'application. C'est très pratique pour ceux qui peuvent utiliser des smartphones. Et ça vous permet de le faire sur l'instant. Vous prenez la photo, vous envoyez. Il faut juste créer votre compte, c'est très très simple. Voilà, moi-même je l'utilise pour mes services. Donc vous voyez, c'est vraiment quelque chose de très 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 pratique. Donc c'était un petit zoom sur le PAV, donc le plan d'accessibilité Vière. Comment ça se traduit? Alors justement, on a la réfection des trottoirs évidemment qui est programmée régulièrement. Pour tout ça, sécurité, accessibilité, prévention, quand c'est pas en réaction à des problèmes. Ici, alors la réfection des trottoirs, on l'a fait partout sur la ville, mais ici à Codéran, on a une enveloppe spéciale qui a été votée en début de mandat, qui est une enveloppe qui est de 300 000 € par an, mais en gros, donc c'est une enveloppe de 1,8 million, vous l'aurez compris, elle n'a pas toujours été exactement de 300 000, parfois plus, parfois moins. L'enveloppe globale sur le mandat, c'était 1,8 million, pour traiter la problématique des trottoirs de Codéran, et c'est que sur ce quartier qu'elle existe, cette enveloppe-là. C'est aussi le signe qu'il y avait un besoin particulier, malheureusement. Mais en tout cas, elle a été effectivement mise en place et utilisée de façon complète, on peut le dire, puisqu'on arrive tout à la fin maintenant. Et donc, effectivement, aujourd'hui, on a rénové un certain nombre de trottoirs. Alors, c'est pas toujours l'entièreté du trottoir, ça peut être juste un endroit spécifique, 10 mètres, 15 mètres, 100 mètres, enfin voilà, ça dépend de la situation, ça s'adapte à la situation. Mais en tout cas, vous voyez des exemples où on a pu effectivement améliorer la situation. Et également spécifique à ce quartier, alors, finalement, voilà, j'ai un aménagement très spécifique à ce quartier qu'on a travaillé spécialement avec notre élu qui n'a pas pu être là ce soir. Je ne sais plus ce que c'est exactement le titre, mais Olivier Scott, mais je ne sais plus exactement comment s'appelle sa délégation. Voilà, pour le handicap. Et donc, on a travaillé spécialement avec Olivier Scott et avec l'Association des paralysés de France qui se trouve hébergée rue de la Croix, pour traiter cette rue avec eux, pour voir comment, vous voyez l'avant, l'après, pour voir comment on pouvait la rendre beaucoup plus
praticable pour les nombreuses personnes à mobilité réduite qui résident là. Et ce projet a donc fait l'objet de premiers travaux qui sont en une phase temporaire et qui seront suivis d'une deuxième phase en cours d'étude pour améliorer la situation, parce qu'effectivement, on avait des personnes qui étaient obligées de slalomer entre les voitures, les trottoirs étant vraiment pas pratiques pour eux, ne serait-ce que pour rejoindre le bus sur l'avenue de Lattre de Tassigny, si je ne me trompe pas, Estelin, voilà. Et donc ça, c'est vraiment un projet qui a été spécifique aussi à ce quartier. Donc voilà pour tout ce qui concerne l'accessibilité. Donc ça, c'était un des critères dont je vous ai parlé tout à l'heure, hein, le critère marche ou accessibilité. On a aussi un autre critère qui est celui de la végétalisation et qu'on peut traiter de façon diverse, en tout cas graduelle. On a ce qu'on appelle la végétalisation d'opportunité. Donc ça consiste à profiter d'occasions qui nous sont données soit par des travaux de réseau. Bon, par exemple, on refait le gaz dans une rue, on se pose la question, tiens, est-ce qu'on ne peut pas poser une ou deux fosses, un ou deux arbres, etc., planter un ou deux arbres. Parfois c'est possible, parfois non. Et puis on a également la possibilité d'utiliser des délaissés de voirie ou des espaces libres qui sont un peu dégradés ou pas, dont l'usage n'est pas très clair. C'est l'exemple qui est là, c'est celui de la rue Pasteur, qui est du coup au bord de Codéran, qui est un exemple vraiment intéressant, qui vient juste d'être fini. On a planté la semaine dernière, je crois encore, et qui est tout près là du passage à niveau de la rue Pasteur. L'idée là, c'est de venir le plus possible désimperméabiliser. Désimperméabiliser, pourquoi les questions, je pense, après, hein, c'est ça. Voilà. Oui, vous pourrez la poser à la fin, il n'y a pas de problème. Le temps d'échange de 30 minutes sera juste après la présentation, comme ça on laisse terminer et on prendra votre question. Et on vous répondra, il n'y a pas de problème. Donc désimperméabiliser, pourquoi ? Parce que désimperméabiliser nous permet de laisser l'eau s'infiltrer beaucoup mieux et donc d'éviter ou de limiter les impacts notamment des forts événements climatiques. Quand on a des très grosses pluies, vous le savez, de plus en plus on a des pluies extrêmes et des inondations par poche dans des points bas. Là, ça nous permet d'avoir de l'infiltration naturelle et d'éviter de surcharger les réseaux et d'avoir donc tous les caniveaux bouchés, etc., quand il y a des très grosses pluies. Et puis ça nous permet de créer des îlots de fraîcheur, bien sûr, qui consistent à effectivement éviter la chaleur au sol que renvoie de l'enrobé. Alors, petite information que vous avez peut-être déjà entendue ou pas, en période de très forte chaleur, en été, hein, vraiment au plus fort des canicules, l'enrobé il peut atteindre 50 degrés assez facilement, en cours de journée, en milieu de journée. Un enrobé à 50 degrés, pour nous qui avons des chaussures, c'est déjà pas super. Pour les animaux, c'est hyper dangereux. Et puis, évidemment, c'est beaucoup de renvoi de chaleur pour tous les vivants. C'est vraiment très, très dur à supporter, hein, ces canicules. Et quand on est sur des espaces plantés, la chaleur maximale sur un espace planté, ça va être entre 25 et 30 degrés. Donc on voit tout de suite le bénéfice de désimperméabiliser, c'est vraiment de pouvoir abaisser ces renvois de chaleur qui sont souvent d'ailleurs ressentis la nuit aussi. C'est-à-dire que quand la température baisse, en fait l'enrobé vous restitue la chaleur qu'il a emmagasinée la journée. Et du coup, là où il n'y a pas d'enrobé, on ne restitue pas et c'est beaucoup mieux. Donc voilà un petit peu un premier exemple de végétalisation. Les îlots de chaleur, c'est ce qui suit un peu plus conséquent, on les traite aussi. Là, on n'est plus dans l'opportunité, on est en réponse à une étude qui a été menée par l'agence d'urbanisme en début de mandat, en 2021, et qui a identifié sur Bordeaux 48 sites qui sont appelés îlots de chaleur parce que en fait, leur température en été dépasse les 43-45 degrés. Au sol, hein, toujours, bien sûr. Et donc, sur lesquels, nous, on a essayé d'intervenir. Donc, l'exemple là, c'est la place Le U, qui est tout près de Pasteur, mais beaucoup plus près des boulevards, côté place Lopez, voilà, et Armand Follat.
Et donc, on a travaillé, d'ailleurs, on a fait un projet un peu commun, puisque vous avez le square Armand Follat qui a été refait, et on en reparlera peut-être tout à l'heure. Ouais, voilà, on en parlera. Et puis, juste derrière, la place Le Hu, donc, qui a été complètement revégétalisée. Et ça a répondu voilà, à cet îlot de chaleur qui avait été identifié par l'agence d'urbanisme. On en a traité à ce jour 24 sur les 46 qui avaient été identifiés. Et évidemment, ça continue à être un objectif que de traiter ces îlots de chaleur. Alors ça, ça peut être des interventions un peu plus conséquentes que ce que j'ai dit avant sur l'opportunité. Un autre sujet d'intervention qui peut être plus ou moins léger, là aussi, c'est la question de la place de l'enfant dans la ville, avec ce programme donc, qui a été mené sur tout le mandat de la rue aux enfants. 69 écoles concernées sur Bordeaux, c'est-à-dire une grande majorité des écoles de la ville, certaines ne pouvant pas être traitées parce que dont les entrées sont situées sur des voies structurantes qui ne peuvent pas être fermées. L'idée là, effectivement, c'est de pouvoir fermer la rue à la circulation pour assurer finalement une entrée ou une sortie d'école plus paisible et plus sécure aux familles et aux enfants, bien sûr. Alors ça peut se faire soit par la fermeture à une demi-heure à l'entrée, à l'entrée des classes et une demi-heure à la sortie. Soit par une fermeture complète dans certaines rues, c'est-à-dire que la rue est fermée totalement. Sur Codéran, ce sont 6 écoles qui ont été traitées à ce jour en fermeture temporaire, donc l'élémentaire Bel-Air, la maternelle Bernard Adour, l'élémentaire Raymond Poincaré, la maternelle Saint-André et le groupe scolaire Paul Doumer. Donc on en est là, on en a encore d'autres, comme vous le voyez, en réflexion. J'ai plus que 2 slides, je consomme du temps. Oui, comme ça, on fait le plus synthétique possible pour passer au temps d'échange. Merci beaucoup. On a aussi traité les itinéraires cyclables. Il y a un premier exemple qui n'est pas cité là, qui est la rue du Bocage, mais on est en train de travailler sur un itinéraire qui est complètement nouveau, puisque jusqu'à présent, tous les itinéraires cyclables, ils sont dans le sens est-ouest ou ouest-est, ça dépend comment on le regarde, mais en tout cas, de Bordeaux-Centre vers l'extérieur. Là, on a traité un itinéraire cyclable qui permet de relier nord-sud, et dans les deux sens, bien sûr, la place Mondésir, finalement, ici, au centre de Codéran. Je ne vais pas m'étendre davantage, mais on en profite aussi quand c'est possible pour végétaliser. Et ça, c'est des travaux qui sont en cours et bientôt finis en tout début d'année. Et dernière slide, c'est le sujet le plus lourd, c'est les axes structurants. Alors sous l'angle de la végétalisation, mais pas que, puisque l'idée c'est quand même de partager l'espace public, donc de traiter le cyclable, de traiter la marche, de traiter la végétalisation. Et évidemment, du coup, on est sur du multi-enjeu ou multi-critères. Et on va avoir des projets qui sont beaucoup plus lourds et beaucoup plus chers et plus longs aussi à réaliser, mais qui permettent de transformer la ville. Je vais m'arrêter là et laisser mon collègue prendre la suite. Et bien sûr, je répondrai aux questions à la fin. Merci. Donc Mathieu Ayer, je suis responsable du service d'aménagement des travaux dans les parcs et jardins pour la ville de Bordeaux. Et le périmètre d'intervention de mon service, c'est les parcs et jardins que vous voyez sur cette carte. Et vous êtes relativement bien doté. Vous êtes sur le podium des quartiers de Bordeaux en matière d'espace vert de parcs et jardins, avec 4 fois plus de mètres carrés par habitant que certains quartiers, notamment au centre-ville. Voilà, donc l'action qui a gouverné les travaux dans les parcs et jardins de la ville et dans votre quartier, elle s'oriente autour de 3 axes. Le premier axe, c'est la mise en accessibilité des parcs et jardins, donc qui fait suite à la loi handicap de 2005, et ensuite en 2019, il y a eu ce qu'on a appelé l'agenda d'accessibilité programmée, qu'on appelle ça ADAP. C'est un engagement qu'a pris la ville de réaliser la mise en accessibilité pour les fauteuils et toute forme de handicap de tous les parcs et jardins de la ville avant 2029. Et là, sur la carte, tout a été fait. Il nous reste le parc bordelais. Et ce sera le dernier parc à faire. Donc ça, c'est la mise en accessibilité. On va voir sur quelques exemples ensuite comment ça se traduit concrètement. Le deuxième axe, c'est la désimperméabilisation, parce que même dans les parcs et jardins, il y a des surfaces minérales, il y a de la grave, des fois des grandes surfaces de grave, alors qu'on pourrait avoir de la terre. Donc on désimperméabilise pour rafraîchir, comme ça a été expliqué précédemment.
et puis aussi pour pouvoir planter des arbres qui participent aussi au rafraîchissement et puis à l'embellissement du parc. Et le dernier point, ça concerne les aires de jeu, parce qu'il y a beaucoup d'aires de jeu sur votre quartier, et on avait un schéma de modernisation et d'entretien des aires de jeu. Une aire de jeu pour enfants, ça dure à peu près 10 ans, et certaines aires arrivaient en fin de vie, et celle du parc bordelais, par exemple, on n'avait plus les pièces pour réparer les jeux, donc ça a gouverné l'action sur toutes nos aires de jeu. Alors, des exemples concrets, le square des Jasmins, là, c'est la mise en accessibilité. On voit sur le plan du haut tout ce qui est vert autour des allées marron. C'est ce qui a été désimperméabilisé. Il y avait beaucoup de surface minérale de grave. Et donc, on a gagné 450 mètres carrés de pleine terre pour pouvoir planter, pour pouvoir mettre de la pelouse ou planter des arbres. Et puis, dans le square des Jasmins, en plus, on a rajouté un toboggan, parce que quand on intervient sur les allées, s'il y a des opportunités pour améliorer les équipements, on en profite. Le square Samuel Paty aussi, on voit en bas à gauche l'état des allées avant travaux et ensuite les allées qui sont stabilisées renforcées. Alors, ce qu'on utilise souvent dans les parcs et jardins, c'est du sable stabilisé, c'est-à-dire du sable avec un liant qui agrège les grains. Il reste quelques grains en surface, ça donne un aspect naturel malgré tout, mais comme ça, l'entretien est beaucoup facilité, il y a moins de flaques quand il y a un liant. Le square Armand Follat, alors là, en plus de la mise en accessibilité, qui était un objectif, il y avait aussi la place Le U à côté dont on a parlé. Là, c'était véritablement aussi de planter, de faire vraiment un beau jardin, un écrin de verdure. On a planté 43 arbres, on a mis 12 bancs, des tables de pique-nique. On a aussi beaucoup travaillé la lisière parce qu'il y a une route qui longe et on a essayé de faire un écran végétal pour qu'on se retrouve vraiment dans un jardin, en fait. Voilà pour la mise en accessibilité. Après, je vais passer aux aires de jeu sans m'étendre. Alors, l'aire de jeu du parc Mon-Séjour, elle était vieillissante. Et là, on en a profité. Alors, il y a souvent deux sujets sur les aires de jeu de Bordeaux. C'est qu'il y avait beaucoup de jeux pour les petits et pas beaucoup pour les 8-12 ans, s'il y avait moins, ou pour les plus grands. Donc là, on a voulu travailler sur toutes les classes d'âge. Et après aussi, dans l'idée de désimperméabilisation, souvent avant, il y avait des sols en plastique, en caoutchouc. Là, c'était la première aire sur Bordeaux où on a travaillé avec des copeaux de bois. Alors le copeau de bois, c'est intéressant parce que c'est perméable, donc l'eau traverse, ça rafraîchit. Et le deuxième point, c'est que c'est très amortissant. Le seul inconvénient du copeau de bois, c'est qu'il se consomme parce que ça se dégrade et donc il faut en remettre régulièrement. C'est ce qu'on appelle des sols souples. Et là, il y a beaucoup de jeux de grimpe qui vont assez haut, et donc tout en bois, en matériaux naturels, avec aussi une zone. On fait toujours attention dans les aires de jeu, avoir une zone pour les fauteuils roulants ou pour les personnes à mobilité réduite ou les enfants qui ont des difficultés, qui puissent bien marcher sur un sol dur. Et là, ça ne peut pas être des copeaux, donc il y a une zone qui est avec du liège. C'est un matériel amortissement comme le plastique, le caoutchouc qu'il y avait avant, mais c'est des morceaux de liège agrégés. Et je termine par l'aire de jeu du parc bordelais, parce qu'en ce moment, on est en plein travaux, on tient à vous donner des nouvelles. Donc on a l'aire de jeu avant, il y avait 4 zones, avec le fameux taco, qui était un taco rouge, une voiture rouge qu'on a voulu garder. Et donc l'aire est vraiment agrandie, elle va faire 4500 mètres carrés. Il y a l'idée d'un promenoir ou un baladoir, comme il y a le chemin qui fait le tour du parc. Là, on peut faire le tour de l'aire de jeu, et en plus de ce promenoir, il y a toute une zone centrale qui est pour les fauteuils ou pour l'accessibilité réduite. Et puis, il y a une 160 mètres de parcours à hauteur de 4 mètres jusqu'à 7 mètres de haut, donc quasiment à hauteur des arbres, avec des tunnels de cordes et différentes zones. Alors on voit en bas à droite, ça c'est les plateformes qui sont à l'usine. Elles commencent à arriver, il y en a quelques-unes qui sont arrivées là, qui vont être reliées par des tunnels de cordes sur 160 mètres de long. Là, c'est la zone aussi, là on a un tourniquet pour les fauteuils et puis pour tout le monde, et puis des zones où on peut rouler avec des fauteuils, c'est au centre. Là, le fameux taco historique qui a été restauré,
Les autres jeux du parc bordelais n'ont pas été jetés. Ils sont partis à l'usine pour être complètement restaurés. Ils sont distribués. Il y en a certains qu'on a mis sur le jardin de la faïencerie, qui est près des bassins à flot. On a mis quelques jeux là et on est en train de restaurer la grosse structure du parc bordelais pour le mettre sur un parc le long de la Garonne aussi. Vous voyez, il y a vraiment un souci de végétaliser cette aire. Il y a des hamacs qui sont quasiment dans, c'est pas la forêt vierge, mais il y a beaucoup de plantes qui ont été installées pour avoir vraiment un lieu de quiétude aussi. Voilà. Merci beaucoup. Donc, alors, il faut installer tout ça, donc on est en plein travail. Il y aura de la désimperméabilisation aussi et une grue qui va arriver début janvier pour pouvoir poser les modules et monter tout ça pour une ouverture début mars. Merci beaucoup, merci pour ces éléments présentés. On va pouvoir à présent prendre vos questions. Donc peut-être monsieur qui s'était juste avant, voilà, et on prendra votre question en deuxième. On va faire comme la première fois, prendre 2 salles de questions et ensuite on y répondra. Voilà. Donc peut-être monsieur et ensuite madame. Merci beaucoup. Donc bonjour. Nous sommes des riverains du secteur du haut de la rue Pasteur. Depuis le chantier donc, qui a supprimé tout le stationnement de ce parking qui était là à l'angle de la gare et de la rue Pasteur, nous avons droit à un report du stationnement de tous ces véhicules sur le domaine privé de Montesquieu, qui était juste à côté. Donc ce sont nos espaces verts qui sont envahis de voitures, la rue privée Jacques Belorbre qui est envahie de voitures. Est-ce que la mairie a prévu un accompagnement ? Merci pour votre question. On prend la question de madame juste ici. Bonjour. Bon, ben merci pour tout ce que vous faites. Mais il y a l'avenue de Saint-Amand qui m'inquiète beaucoup. Ça fait déjà un moment que j'en parle à la mairie, dernière réunion et tout. L'avenue de Saint-Amand, je ne sais pas si vous l'empruntez, et c'est une catastrophe. Moi, je suis en vélo, je mets mes pieds debout sur mes pédales, tellement on est comme ça. J'ai un vélo électrique Peugeot très lourd et tout, et ben j'ai déraillé complètement en passant dans un trou. Tout à l'heure, quand vous disiez qu'il fallait signaler un trou, mais là, ce ne sont que des trous. Que des trous. C'est catastrophique. Alors, l'année dernière, je ne sais pas, il y a eu, je ne sais pas ce qui s'est passé, on a mis des tas de marquages bleus pour je ne sais pas quoi faire, parce que je n'ai rien vu par la suite. Et puis, parlez bien fort à côté du micro, madame. Oh, pardon. Oui, l'année dernière, il y a eu des marquages bleus sur toute l'avenue, je ne sais pas pourquoi, du tout. On n'a rien vu par la suite. Et en tout cas, au niveau des travaux, c'est vraiment une des avenues, mais catastrophique. Merci beaucoup. Vraiment. Donc, je vous demande vraiment qu'on la remette en état. Hein. Merci beaucoup pour votre témoignage. On va prendre du coup 2 autres questions et on va pouvoir y répondre. Peut-être, alors du coup, une main... Juste, madame, on a déjà pris quelques-unes de vos questions, du coup, au fond de salle. Alors, la main... Alors, vert, pardon, monsieur, tout au fond. Bonjour, merci pour votre introduction. C'est vrai que vous plantez beaucoup d'arbres, mais j'ai l'impression que vous plantez beaucoup de panneaux sens interdit aussi, d'ailleurs. Remarquez, ça fait de l'ombre, mais honnêtement, je suis incapable, et pourtant ça fait 30 ans que je suis à Codéran, de me repérer sans mettre de GPS. Parce que les rues changent de sens absolument tout le temps. La mienne a changé de sens 2 fois en l'espace de 2 mois, rue Taudin. Et aujourd'hui, on se gare à gauche, sans que j'ai vraiment trop compris l'argumentaire. J'ai l'impression qu'il faut me désimperméabiliser, moi aussi, à votre argumentaire. En fait, on se gare à gauche, soi-disant pour des thématiques d'emportillage. Bon, apparemment, c'est la seule rue où il y a cette thématique. Et j'ai demandé, je ne sais pas combien de fois, d'avoir des retours de la mairie qui m'expliquent qu'ils ont un modèle. Bon, ils n'arrivent pas à expliquer ce que fait le modèle, mais moi non plus d'ailleurs. Personne n'y comprend rien. J'ai l'impression qu'au quotidien, vos objectifs, en fait, sous prétexte de planter des arbres et d'apporter de l'inclusivité, de la diversité, ou j'en sais rien, c'est surtout de supprimer des places de parking et de décourager les gens de prendre leur voiture. Mais
C'est pas possible, honnêtement. Moi, au quotidien, j'ai un vélo long tail, voilà, j'ai mes 2 enfants derrière, mais des fois, quand le petit, accessoirement, il fait une crise d'asthme, il faut prendre la voiture pour l'emmener à l'hôpital. Et cette voiture, il faut la stationner, accessoirement. Savoir qu'elle est stationnée à 80 mètres parce que vous avez créé 20 places, parce que je vous cite, quand vous refaites une rue, vous créez 20 places, même si vous en supprimez 50, vous mettez surtout l'accent sur le fait d'en créer 20. Bon, il faudrait peut-être faire aussi une soustraction. Monsieur. On entend votre témoignage, simplement pour laisser toutes les personnes poser leurs questions aussi. Oui, qu'est-ce qu'on attend pour remettre la rue Taudin avec le stationnement à droite? Merci. Merci pour cette question. On en prend une dernière et ensuite on passe aux réponses. Merci beaucoup. Et donc peut-être juste ici, la personne, oui, qui est... Merci beaucoup. Je voudrais revenir sur l'avenue Saint-Amand. C'est extrêmement dangereuse. J'habite 28 avenue Saint-Amand. Je suis sortie de chez moi l'autre jour. Il y avait une voiture qui passait sur le trottoir car elle ne pouvait pas doubler, croiser les bus. Quand il y a un gros camion qui passe, le bus ne peut pas passer. C'est plus que catastrophique, c'est dangereux. Et est-ce que vous attendez qu'il y ait un mort ? On vous remercie pour ce témoignage également qui est complémentaire donc au témoignage de Madame, peut-être sur des éléments de réponse. Voilà. Alors, sur Pasteur, j'ai noté, monsieur, ce que vous avez indiqué. Alors, le stationnement qui était sur Pasteur, c'est du stationnement, on va l'appeler sauvage, qui n'était pas en tout cas prévu. Pardon, pas sur Pasteur, sur le petit bout de parcelle. Non, c'est un délaissé de voirie, donc il était utilisé en parking, mais si vous voulez, les trottoirs ils peuvent être utilisés en parking aussi, et ça n'est pas du parking. Donc effectivement, là, on n'était pas sur du stationnement officiel, marqué, etc. Et effectivement, alors pour le coup, j'habite juste à côté, donc je connais aussi bien le secteur. Effectivement, le stationnement, il est particulièrement lié aussi au fonctionnement de la gare. Maintenant, on va regarder. Par contre, j'ai pas noté où exactement votre rue, j'ai pas noté, donc... D'accord, ok. Oui, non, mais je vois. Oui, je vois, tout à fait. Bon, on va regarder, mais et de fait, effectivement, on a un vrai sujet de stationnement excessif, et notamment par des usagers qui ne sont pas forcément des usagers résidents à cet endroit-là, en particulier autour de la gare, de manière générale. Oui, tout à fait. Le bus et le train. Peut-être qu'on peut laisser donc les éléments de réponse être faits, comme ça tout le monde a une réponse à sa question. Et si vous avez une remarque ou une question, on la prendra peut-être après. Oui, on pourra en parler après. Merci beaucoup. Sur Saint-Amand, alors mesdames, on connaît évidemment complètement la situation, et cette rue est en étude actuellement. C'est-à-dire que donc mes services sont en train de travailler dessus. Après, vous avez madame, voilà là-bas, vous avez exposé des situations de difficultés de croisement, etc. Ce qui est certain, c'est que cette rue, elle a une largeur qu'on ne pourra pas changer, ça c'est sûr. Et ce qui est certain, c'est qu'à partir du moment, et ça c'est la loi où on va, je l'ai un peu dit tout à l'heure, mais à partir du moment où on va intervenir sur cette rue, on sera obligé de faire des équipements cyclables. C'est une obligation. Donc ça, c'est un élément qui va forcément jouer sur... Voilà, sur si je peux le projet. Ce que dit Madame Gessner. J'avais Monsieur Jean-Jean. Alors, rue Taudin, Monsieur le secrétaire général de Maille-Cartier m'indique qu'on vous a répondu à plusieurs reprises. Donc, des rues en sens unique, il vous a répondu à plusieurs reprises, puisqu'il y a une personne qui nous sollicitait pour ces histoires de stationnement. Je rappelle que la rue Taudin et la rue Malvezin, ce n'est pas nous qui avons décidé, ni la métropole ni la mairie, c'est des riverains qui ont fait une pétition. Quand cette pétition a été faite, il y a eu une étude de la métropole. On l'a faite parce qu'il y a eu des pétitions qui a coûté de l'argent. Et sorti ça, les riverains avaient reçu un courrier dans la boîte aux lettres. Il y avait 80-100 personnes à la réunion, et on avait décidé avec eux ces sens-là. Au début, il y avait une erreur d'aménagement. Non, mais on vous a répondu par courrier, je vous réponds. Après ça...
Non, donc il y a eu une erreur de marquage, c'est ce qui vous a été répondu, monsieur. Il y a une erreur du marquage des services de la signalétique au départ, qui ont remis de l'autre côté. Effectivement, c'est pas de votre côté, si je comprends. Voilà, mais là, ça a été fait. Après, Saint-Amand, effectivement. Saint-Amand, on est tout à fait conscient du sujet. Hein. Vous voyez, j'ai refait faire la rue de l'église, hein, vous voyez. On avait Saint-Amand dans les projets. Le problème, c'est ce que vous dit Mme Gessner, c'est très compliqué à traiter. Parce que, puisque c'est une voiture de 4000... C'est une voie où il y a plus de 4000 véhicules jour. Si on refait le tapis et la chaussée intégralement, c'est ce qu'il faut, on est obligé de faire, par la loi, un aménagement cyclable en site propre. Si on fait cet aménagement cyclable, il n'y a que 2 solutions. Enlever le stationnement, tout le stationnement, ou mettre en sens unique. Vous voyez? Ben oui, mais c'est le dilemme sur lequel on est. C'est la loi. C'est ce que vous a dit Mme Gessner, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on n'a pas avancé, qu'on a préféré refaire tout ce qu'on avait à faire aux Anames, rue de l'Église, etc., etc., et toutes les rues que vous voyez dans tous les conseils de quartier, et que cette voie, elle est actuellement en étude de Bordeaux Métropole, parce que personne n'est d'accord. Nous avons des riverains qui veulent le sens unique, nous avons des riverains qui sont d'accord pour faire sauter le stationnement. Donc là, il y a une étude de pertinence qui est faite avec des comptages de passages, etc., de Bordeaux Métropole. Et effectivement, en 2026, on devrait avoir des résultats. Et effectivement, il y aura une réunion publique avec les riverains pour voir qu'est-ce qui vous intéresse le plus et vers quoi on peut aller ensemble. Oui. On va reprendre vos questions au fur et à mesure, s'il vous plaît, pour que ce soit le plus clair pour tout le monde. Voilà, on va reprendre les questions les unes après les autres, puisque madame, on a entendu les remarques sur Saint-Amand. Est-ce que il y a d'autres personnes qui ont d'autres questions? Donc il y a madame qui a déjà pris la parole, peut-être juste ici monsieur qui n'a pas encore pris la parole ce soir. Et on prendra votre question juste après. Oui, parfait. Bonjour, merci d'abord pour la présentation. Je voudrais parler de la rue Pasteur, notamment le passage ferry qui remonte jusqu'à Armofola, la vitesse des véhicules, la taille des trottoirs, la qualité de la route tout simplement. Il y a 2 passages piétons qui sont clairement jamais respectés par les usagers. L'une des rares rues encore à Bordeaux à 50 km/h, c'est un danger. J'ai failli me faire écraser à peu près une dizaine de fois depuis que j'ai emménagé dans ce quartier. Je souhaiterais savoir ce que vous comptez faire, sans parler non plus de la propreté de cette rue, qui est réellement dégueulasse, je suis désolé. Les feuilles ne sont jamais ramassées, il n'y a pas de poubelle, ou très peu. Voilà, on voit beaucoup de petites rues qui sont traitées autour de nous, et cette rue qui a un passage dingue est absolument délaissée. Merci beaucoup. On entend votre témoignage, on y répondra juste après. Peut-être du coup madame qui lève la main depuis tout à l'heure, juste madame qui a déjà pris la parole une fois, mais voilà, on reprendra une suite de questions. D'abord, juste une petite, c'est juste une demande, c'est pas une question. Est-ce qu'on pourrait avoir la référence de la loi à laquelle vous faites référence pour mettre des pistes cyclables à partir du moment où vous touchez à une rue? Mon autre question, c'était, vous avez, pardon, je vérifie. Vous avez parlé d'une application Ma Vie Facile et j'aurais voulu savoir ce que c'était par rapport à Bordeaux Proximité parce que j'ai l'impression qu'elles font à peu près la même chose, donc j'aurais voulu comprendre la différence. Et juste pour information, moi j'avais déposé avec photo sur Bordeaux Proximité le fait que la rue Félix Faure est pleine de trous qui ont été rebouchés avec du bitume. Et quand il fait à peine 25 degrés, ça fond. Donc je ne sais pas ce que c'est que le bitume qui a été mis dans cette rue et qui fond quand il fait 20-25 degrés. Merci beaucoup pour vos 2 questions et retour. Peut-être une dernière question, monsieur, tout au fond. En noir, pardon. On y reviendra juste après, madame. Et vous avez aussi vos fiches contacts si c'est sur la question de Saint-Amand. Oui, on écoute la question de monsieur juste au fond, s'il vous plaît. Merci. Vous avez parlé des cônes de visibilité. Bien entendu, ça fait partie de la loi. Donc, à chaque carrefour où il y a besoin d'en mettre, il faut mettre des cônes de visibilité. Mais malheureusement, souvent, il y a quand même des voitures qui viennent s'y garer. Alors, on en a déjà discuté avec la mairie. La solution, c'est de mettre des arceaux pour pouvoir y garer des vélos.
parce que ça maintient la visibilité et ça empêche les voitures de s'y garer. Moi, je voulais juste faire un petit commentaire supplémentaire extrêmement bref. La solution à Codéran ne changera pas tant que le parking ne sera pas payant, tant qu'il est gratuit. Toutes les personnes qui disent on n'arrive plus à se garer, c'est parce qu'il y a plein de gens qui viennent du Bouscat, qui viennent de l'intérieur des boulevards, qui viennent se garer à Codéran. On entend votre remarque, monsieur. Peut-être qu'on peut écouter les réponses qui vont être apportées aux 3 premières questions, et donc à monsieur également. S'il vous plaît, est-ce qu'on peut écouter les réponses ? Alors, je vais prendre dans l'ordre. Donc, monsieur sur Pasteur, si j'ai bien compris, c'est le début de la rue, depuis les boulevards jusqu'à Fola, c'est bien ça ? Pardon, excusez-moi, de Ferry jusqu'à Fola. Oui, alors donc là, effectivement, moi je la prends tous les jours. Hein. Voilà, c'est une rue que je pratique beaucoup. Alors je ne suis pas complètement en raccord avec vous sur votre diagnostic, mais effectivement, on n'est pas vraiment parti sur l'idée de travailler sur Pasteur, hormis le double sens cyclable qu'on a refait récemment sur la partie devant la cité administrative. Là, voilà. Oui, tout à fait. Donc, Pasteur, c'est une rue qui est en bon état, à ma connaissance, au niveau de la chaussée. Je l'utilise tous les jours en vélo, hein, donc je le dis assez facilement. Et après, sur la question, effectivement, du non-respect des passages piétons, vous avez et des limitations de vitesse. Alors là, c'est pas tant dans l'aménagement. Quoique, on pourrait effectivement changer la vitesse. Vous savez que la ville est passée quasiment, pas dans sa totalité, mais dans une très grande partie à 30 km/h, sauf les grandes structurantes, et effectivement, c'en est une. Après, pour l'utiliser, comme je vous dis, tous les jours, oui, tout à fait. Après, comme voilà, c'est clair que de toute façon, les gens, à partir du moment où il n'y a pas de police, il y aura toujours quelqu'un qui pourra aller plus vite. On ne peut pas être non plus, enfin bon, je ne suis pas la police municipale, mais en tout cas, on ne peut pas être tout le temps là. Donc ça, j'entends ce que vous dites. Voilà, après, moi, je ne partage pas complètement votre constat sur l'état et la propreté de la rue. Et pour traiter la propreté des rues de Bordeaux sur toute la ville, franchement, on connaît bien pire. Maintenant, la question des feuilles, on a une campagne de ramassage annuelle. Évidemment, oui, annuelle, quand les feuilles tombent, en fait. Eh oui, mais... Si je peux compléter, Karine, je rappelle à chaque conseil de quartier l'entretien, parce qu'on a un problème sur Pasteur, j'ai envoyé beaucoup de recommandés, l'entretien des trottoirs est à la charge du riverain, du propriétaire ou du syndic. C'est-à-dire que tout ce qui va jusqu'au caniveau, vous devez balayer, etc., voilà, votre trottoir. Nous, on fait les caniveaux, voilà. Effectivement. Donc ça, c'est le règlement. Voilà. Bon, on a un sujet, pas où vous dites vous, pas sur le premier tronçon, mais sur plutôt un tronçon qui va avant la voie ferrée, à peu près de Poincaré. On a quelques maisons où on a des difficultés à maintenir, effectivement, le nettoyage. Hein. Voilà, donc on a un passage de feuilles, mais effectivement, c'est aux riverains, aux propriétaires locataires ou syndics d'immeubles, d'entretenir, ce qui est relativement fait. Effectivement, j'ai fait le même constat que... Donc si vous avez des points chauds qui ne sont pas remontés à Benoît sur Pasteur particulièrement, n'hésitez pas à venir les signaler à Benoît ou à Serge, qui est en charge de ce secteur, là-bas derrière. Mais là, on n'a pas, franchement, je suis comme Madame Gessner, remarqué de problématiques, de saleté rue Pasteur, hein, même avec la proximité du carrefour Ferry, des canettes et tout ça. On peut dire, alors c'est vrai que quand on compare M. Tcheverry, qui est maire de quartier de Bordeaux-Centre, avec les autres secteurs, effectivement, on n'a pas franchement, et on a fait des visites urbaines avec les services, des riverains et tout, ça n'a pas été un secteur récemment qui a été donné. Mais si vous avez des points chauds que vous avez vus, vous, n'hésitez pas à nous les signaler, mais je rappelle que l'entretien, voilà. Des trottoirs, oui, non, entretien des trottoirs. Voilà, on revient. C'est tout. Ouais, alors sur les feuilles, effectivement, je redis, hein, on a une campagne. En fait, on ramasse les feuilles quand elles sont tombées, parce qu'on ne peut pas y aller tous les jours. Enfin. Excusez-moi, monsieur, on va la laisser peut-être répondre à toutes les questions. Il y a des personnes qui ont posé des questions dans la salle qui n'ont pas encore eu de réponse. S'il vous plaît, merci beaucoup. De la même manière, madame, s'il vous plaît, on vous donnera le micro juste après pour pouvoir vous exprimer, s'il vous plaît.
c'est un petit peu compliqué de répondre quand tout le monde parle. On a d'abord une question sur effectivement l'application Ma Ville Facile. Oui, et puis, alors sur cette application, moi, je vous l'ai dit tout à l'heure, l'application Ma Vie Facile, elle est récente, elle a été mise en place cet été. Et elle a remplacé l'ancienne application qui s'appelait, je ne sais plus comment, effectivement, Bordeaux Allo Proximité. Alors Allo Proximité, c'était le téléphone, mais voilà, elle remplace en fait. Donc voilà, l'application, elle est toute récente. Sur les cônes de visibilité, donc effectivement, vous avez raison, monsieur. La difficulté, c'est que pour pouvoir les faire respecter, il faut qu'ils soient occupés parce que sinon les voitures se mettent dessus, les camions, enfin voilà, tout ce que vous voulez. Donc, dans la mesure du possible, on essaye de les occuper soit par de la végétalisation quand c'est possible, ça dépend des réseaux en dessous, etc. Soit effectivement par des arceaux vélos qu'on utilise beaucoup parce qu'il en manque partout. Et ça nous donne une occasion à la fois d'améliorer notre couverture en arceaux vélos. Pour mémoire, 1700 en moyenne arceaux vélos par an depuis 6 ans, sur la ville entière, hein, pas sur Codéran. Mais voilà, c'est une manière de répondre à la fois à la question du cône de visibilité et à la demande d'arceaux vélo. Bon, je ne répondrai pas sur la question du parking payant, sinon qu'effectivement, dans tous les autres secteurs de Bordeaux où c'est passé au payant, on a beaucoup moins de difficultés de stationnement sauvage ou de surstationnement. Et puis sur le bitume de la rue Fort, eh ben, écoutez, on va regarder ça avec les services. Et j'ai oublié une chose, madame, la loi L'Homme. La loi L'Homme, elle s'appelle. Elle date, Majid, tu l'as la date? J'ai plus en tête la date exacte, ça doit faire 2 ans ou quelque chose comme ça. Plus vieux que ça? Ah non, 19. Ah oui, 2019. Voilà. Donc effectivement, on l'a pas appliqué immédiatement, mais aujourd'hui, Sachez qu'on est mis, parfois, on a été jusqu'à nous menacer de nous mettre au tribunal par certaines associations parce qu'on ne respecterait pas la loi L'Homme dans les projets qu'on fait. Et à la métropole, il y a un comité, une commission, je ne sais plus, qui est spéciale pour analyser les projets pour savoir si, à un moment donné, quand c'est vraiment trop compliqué, on peut demander des dérogations. Donc c'est vraiment quelque chose de très encadré et on ne peut pas trop rigoler avec ça. Voilà, oui, je voudrais juste ajouter sur ce sujet. LOM, loi orientation mobilité. Voilà. En fait, ce soir, c'est très intéressant parce qu'on a des interventions où on nous dit que c'est compliqué de se garer, il faut protéger un espace pour la voiture. On a des interventions qui nous disent attention aux cônes de visibilité, les piétons sont en danger, ou alors les voitures vont trop vite. On a un monsieur qui prend l'exemple de son fils, qui l'amène sur son vélo. Alors ça, c'est aujourd'hui, mais demain, son fils, il ira tout seul en vélo au collège. Et là, il nous demandera de faire attention à ce que le parcours de son enfant soit sécurisé. Et donc, en fonction de ceux qui parlent le plus fort, les politiques pouvaient, jusqu'avant 2019, un peu choisir et faire un peu ce qu'ils veulent. Eh bien, les gouvernements, l'Assemblée nationale a choisi de voter cette loi, la loi L'Homme, qui ne laisse plus le choix aux élus, qui oblige les élus, à partir du moment où vous refaites une rue, et ce sera le cas de la rue Saint-Amand parce qu'il est en effet urgent de la repenser, quand nous referons la rue Saint-Amand, il ne s'agira pas de faire un choix politique, il s'agira d'appliquer la loi. On peut évidemment choisir de ne pas le faire, mais si on ne le fait pas, on sera au tribunal et nous perdrons. Et donc nous perdrons de l'argent pour arriver au final à faire ce que la loi nous oblige à faire. Donc voici le pourquoi de la loi L'Homme. Elle oblige à aménager des espaces. Alors, je vais vous lire exactement l'objectif de la loi L'Homme. Permettre que soient proposées partout des alternatives à l'usage individuel à la voiture. Voilà, c'est l'objectif fixé par la loi L'Homme. Il faut mettre en œuvre des alternatives à la voiture. Donc, il n'y en a pas beaucoup. Les transports en commun, les vélos, les trottoirs pour les piétons. Voilà, c'est... Pardon, je répondais en aparté. C'est la loi. Monsieur dit au premier rang, ce n'est pas une obligation impérative. Oui, on a le droit de ne pas respecter la loi. Monsieur dit qu'il n'y a pas obligation de respecter la loi sur la rue Saint-Amand. La rue Saint-Amand est, au même titre que toutes les rues
soumise, mais monsieur a peut-être raison, je ne sais pas à quoi vous faites référence, mais monsieur a peut-être raison s'il évoquait différentes rues. Si c'est une rue résidentielle dans laquelle il passe 50 voitures par jour, là vous avez raison. Là, la rue ne tombe pas dans l'obligation, et si c'est à ça que vous faites référence, vous avez raison. Or, la rue Saint-Amand a un nombre de voitures tel que la loi est obligée d'être appliquée. Voilà. Alors, madame, si vous parlez de ça, on a des comptages, qui ne donnent juste... alors, vous voyez, c'est contradictoire, puisqu'on avait des commerçants, quelques-uns, trois à peu près, qui n'étaient pas contents justement, parce qu'ils disent ils disent qu'il n'y a pas assez de voitures, justement, maintenant, devant le centre. On a très peu de variations de véhicules. On a très peu de variations de véhicules dues au sens unique, puisqu'on en a très peu. La seule modification qui a eu lieu, c'est à cause du bus, grâce au bus, parce que je dirais grâce au bus express, qui modifie, de par le fait qu'il soit toutes les 5 minutes maintenant, qui modifie des habitudes de circulation. Mais avant l'arrivée du bus express, quand on a passé l'essence unique, on a à peu près 150 voitures d'écart. Certains se plaignent qu'il n'y a plus assez de voitures, certains commerces, ça s'est arrêté, là, les gens ne s'en plaignent plus maintenant, puisqu'ils ont vu que ça s'est complètement régulé, qu'ils ont un flux de cyclistes et de piétons, c'est beaucoup plus apaisé, mais on n'a pas de modification du nombre de véhicules. Ce qui peut modifier, c'est la temporisation à certains horaires, parce que le passage du bus express, oui, modifie les habitudes de circulation dans les rues qui sont proches. Voilà, c'est là où on a vu une modification. Mais il n'y a pas une modification de sens unique, puisque les voitures qui allaient sur Barthou, celles qui allaient dans le sens Barthou qui est sens unique, ils vont sur Leclerc et inversement. Voilà, on n'a pas ce problématique-là, puisque la rue reste à double sens. Mais comme on vous dit, cette voie, il y a vraiment un sujet. Madame, vous parliez en vélo. Vous êtes bien d'accord qu'il faut traiter pour les vélos cette voie qui est extrêmement dangereuse si on est cycliste. Voilà, ça tape, ça bouge, les gens poussent, etc. Donc on est obligé de trouver des solutions. Comme on n'a pas voulu prendre des solutions, puisque c'est sens unique ou enlever le stationnement, parce qu'on ne peut pas faire autrement. Vous l'avez vu, elle est très petite, les trottoirs sont très petits, on ne peut même pas toucher sur le trottoir, quand bien même on aurait l'argent pour le faire. Parce que toucher les trottoirs, raménager complètement, c'est quand même très coûteux. Donc on va travailler une solution, elle vous sera présentée, comme à tous les riverains, chaque fois qu'on fait des aménagements, et vous pourrez venir donner votre point de vue, comme à chaque fois quand il y a les réunions de ce style. Et si vous... Non, alors madame, écoutez, le bus express, c'était pas tout le quartier, il y a des gens dans la salle, il y en a qui sont partis, étaient favorables au bus express, et on peut pas faire des discussions là-dessus, on peut pas faire le bus aujourd'hui, c'est tous les jours, je vous le dis madame, tous les jours, quel que soit l'âge des gens, j'ai des gens et il y en a dans la salle, qui nous remercient du bus express et qui en veulent d'autres. C'est pas moins de bus qu'il faut, je vous le dis, c'est plus. C'est pour ça qu'on a mis le bus des boulevards. Voilà, donc ça, plus d'une dizaine de milliers de personnes empruntent, des codéranés, et voilà, donc ça, le bus, il faut en mettre plus, madame. Nous, en tant que responsables politiques, il faut qu'on mette plus de bus. C'est obligatoire. Hein. Oui, alors juste une dernière réponse sur la rue Félix Faure, parce que du coup, voilà, on a effectivement, alors je sais plus qui est maintenant, j'ai oublié, mais c'est d'accord, voilà. La rue Félix Faure, du coup, effectivement, il y a eu des reprises qui sont un petit peu délicates parce qu'il y avait des trous justement. On aura prévu de refaire le tapis, donc la couche de roulement, là dans l'année qui vient, normalement, peut-être en fin d'année, Majid. Ouais, on l'intègre dans le programme. De toute façon, c'est prévu. Et ce sont des reprises temporaires, on va dire, quoi. Voilà. Pour mettre en sécurité en attendant de refaire vraiment la rue. Merci beaucoup pour ces réponses. Merci aux intervenants ce soir qui ont présenté ces deux sujets thématiques. Donc, je vous invite à l'issue de la réunion à nous rejoindre au pot de convivialité. Vous allez aussi également pouvoir poser vos questions. Et j'invite Madame Bousquepit à apporter un mot de conclusion. Merci à tous et à toutes pour ces échanges. Effectivement, il y a un petit pot de convivialité. Bonne fin d'année à toutes et tous. Alors malheureusement, à titre exceptionnel, mes collègues et moi-même, Monsieur Etcheverry et Jean-Jean, nous devons nous rapatrier sur un autre événement. Mais n'hésitez pas à laisser vos questions, les services sont encore là. Et à très bientôt.